Bonsoir à toutes et à tous et surtout très bonne année. Un face-à-face dans mots croisés, nous en faisons peu, mais celui-là nous semble important car le Parti socialiste détient tous les leviers de pouvoir dans notre pays. Il y a un an, la France perdait son triple A et 5 mois plus tard, Nicolas Sarkozy la présidentielle. Dans cette élection, deux gauches se sont opposées. L'une d'entre elles refuse le diktat des marchés, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas ministre. L'autre a pris en main le pays et confié le ministère du budget, autrement dit celui des comptes publics, à Jérôme Cahuzac. Vous avez accepté de débattre en direct, gauche contre gauche. Donc merci à tous les deux en l'occurrence. Jérôme Cahuzac, ministre socialiste du budget, et Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, coprésident du parti de gauche et député européen. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent suivre cette émission sur Internet, en streaming, sur notre site plus.francetv.fr et la commenter sur notre page Facebook et sur Twitter. Certaines de vos réactions seront diffusées à l'antenne. Avant d'ouvrir ce débat, Jérôme Cahuzac, nous revenons sur les accusations dont vous faites l'objet depuis un mois. Nos confrères du site Mediapart affirment que vous avez eu un compte en Suisse. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de demander à l'Union de banques suisses le document qui peut lever le soupçon? Qu'est-ce qui vous permet de dire que j'ai attendu si longtemps? Depuis la sortie par nos confrères des informations ou des allégations selon le terme que l'on a envie d'employer. Oui, oui. Vous me dites, je dirais que votre démarche est arrivée tard. Vous me dites, vous avez attendu très longtemps. Oui. Je me permets à mon tour de vous interroger. Qu'est-ce qui vous permet de dire que j'ai attendu si longtemps? Le délai qui s'est écoulé entre les accusations dont vous faites l'objet et le moment où vous annoncez avoir engagé cette démarche. Je comprends que vous me posiez non pas cette question, mais une question sur ce que vous appelez cette affaire et qui pour moi n'en est pas une. Car si vous ne l'aviez pas fait, on vous aurait probablement accusé de complaisance et ce serait probablement dommage pour vous. Je vais donc vous dire ce que je ne cesse de dire quand on m'interroge. Je dément en bloc et en détail les accusations portées contre moi. J'ai demandé à mes avocats, non pas récemment, mais dès le début, d'obtenir de la banque au sein de laquelle je suis accusé à tort d'avoir possédé un compte. J'ai demandé à mes avocats, je demande à mes avocats de faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils peuvent pour obtenir ce document qui, je l'espère, balayera toutes ces accusations. Concernant l'enregistrement produit par Mediapart, pouvez-vous affirmer simplement « ce n'est pas moi ». Je parle évidemment de la voix que l'on entend sur cette bande. Je dément en bloc et en détail et en conséquence, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas vous, pourquoi ne pas porter plainte pour faux et usage de faux? Cela permettrait à la justice de lever tous les doutes. J'ai posé 3 plaintes. J'attends d'ailleurs qu'un juge d'instruction soit désigné. Je m'étonne qu'il ne l'ait pas déjà été. Et j'ai d'ailleurs demandé très récemment à mes avocats de faire tout ce qu'ils pouvaient pour que ce juge d'instruction soit désigné. Et ce juge d'instruction, lui, Ma question était porter plainte pour faux et usage de faux, voilà. Ce juge d'instruction décidera, lui, des procédures et des comment dirais-je, moyens qu'il devra mettre en œuvre. Et maintenant, si vous voulez bien, puisque j'ai démenti en bloc et en détail, on va commencer à débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, je suis d'accord pour qu'on passe à autre chose. Merci. Vous souhaitez réagir, Jean-Luc Mélenchon? Oui, un mot. D'abord, je n'ai pas l'intention ce soir de donner d'une quelconque manière une tournure personnelle au choc que nous allons avoir. D'autant que c'est le premier socialiste, depuis que je le demande, août 2010, qui accepte de débattre avec moi. Mais sur le fond, je vais vous dire... oui, c'est un événement, vous savez, Yves Calvi. Oui. Mais sur le fond, tout de même, l'accusation est énorme. Jérôme Cahuzac, vous ne pouvez pas passer à côté de ça, une accusation énorme. On imagine que l'initiative de porter cette accusation a dû être méditée. Si bien que moi, je me trouve comme tout le monde, comme tout citoyen, pris entre deux sentiments. Si c'est vrai, c'est terrible. Mais si c'est pas vrai, c'est ignoble. Et chacun d'entre nous est interrogé, comme vous le faites là, à l'instant, normalement. Que voulez-vous qu'on réponde? Nous n'en savons rien. Mais ce qui est très important, c'est que des procédures judiciaires ont été engagées qui, elles, peuvent d'un coup laver tous les doutes, d'un côté ou de l'autre. Eh bien moi, je demande très solennellement que la justice ne traîne pas, car il y va de l'ordre public, au sens où la respectabilité d'un homme, son honneur, ou bien celui d'un média, Mediapart, sont en jeu dans cette affaire. Et je demande avec force que le garde des Sceaux, là c'est moi qui le dis, c'est pas lui, il ne peut pas le dire, que le garde des Sceaux, qui a la responsabilité de la bonne exécution de la justice, s'empare de cette affaire pour exiger que le plus vite possible, il y soit donné suite. Parce que ça va pourrir la vie politique de ce pays, et franchement, on a autre chose à faire. On va donc en venir au débat gauche contre gauche. J'aimerais que l'on comprenne ce qui vous oppose réellement sur le fond. Jean-Luc Mélenchon,
tous avec la vraie gauche. Avez-vous tweeté avant de venir ce soir à notre émission, tous avec la vraie gauche? Est-ce que ça veut dire pour vous que Jérôme Cahuzac, c'est la fausse gauche? Non, je laissez tomber, c'est pas moi qui étais derrière le compte tweet, ça m'est absolument interdit, compte tenu de la vivacité de mes répliques. Non, Pardonnez-moi, ça veut donc dire que... Non, je laisse tomber. Ça ne m'intéresse. Il n'y a pas la vraie gauche, la fausse gauche. Sauf que vous l'avez tweeté. C'est oui. pour ça que je vous pose la question. Passons. Donc c'est une erreur. Alors donc Non, on dira à mon community manager, ça s'appelle comme ça, que c'est une belle bêtise. Il n'y a pas la vraie gauche, la fausse gauche. La question qui se pose, c'est qui est en mesure de faire des propositions qui permettent à la crise de la civilisation humaine de sortir par le haut. Ouais. C'est ça qui compte. Et c'est ça qu'on confronte. Alors, si je prends dans l'ordre ce qui me sépare de Jérôme Cahuzac en tant que représentant du social-libéralisme européen, qu'est-ce qui m'en sépare? D'abord, l'actualité. Franchement, on n'a pas éliminé, les Français n'ont pas éliminé M. Sarkozy pour, après avoir mangé du Merkozy, se manger du Mercolande. C'est-à-dire les traités européens, l'austérité sans fin, et toute cette misère et ce chômage qui vont déferler et qui déferlent déjà sur l'Europe, avec des recettes qui n'ont marché nulle part, ni en Espagne, ni au Portugal, ni en Grèce. Ils ont voté Hollande. Ça, c'est l'actualité. Ils ont voté Hollande. Ils ont voté Hollande, et ils ont, parmi eux, une bonne partie d'entre eux, pour éliminer Sarkozy. C'est comme ça que ça se passe, l'élection à 2 tours de l'élection présidentielle. Je ne veux pas raconter d'histoire. La plupart des électeurs du Front de gauche qui ont voté Hollande au 2e tour, c'était surtout pour se débarrasser de M. Sarkozy. Mais maintenant, je viens au fond. Voilà ce que je reproche les 2 points doctrinaux que je veux mettre sur la table, parce qu'il faut qu'on ait la discussion au niveau où elle se pose. J'ai parlé tout à l'heure de crise de la civilisation humaine. Je vais vite. Au fond, vous êtes la vieille gauche. C'est ça le problème, vous les sociaux-libéraux. Vous en êtes restés à Helmut Schmidt. Les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain qui seront les emplois d'après-demain. Ça, c'est le capitalisme au milieu des années 70. Mais ce capitalisme-là, il est mort. Les profits d'aujourd'hui deviennent des placements financiers demain qui détruisent les emplois d'après-demain, d'aujourd'hui et d'hier. Voilà la vérité de ce qu'est ce système. C'est la finance qui est en train de tuer, de dépecer Alcatel. C'est la finance qui dépece Sanofi. Bref, vous m'avez compris. Il faut frapper dur et fort, définanciariser l'économie française. 2e point sur lequel nous sommes en désaccord, alors là, encore plus profond. Au moment où la dette écologique se creuse, au moment où tout le monde dit qu'il y a un problème gigantesque avec l'écosystème humain qui est mis en danger par l'économie humaine, c'est le moment que vous choisissez, vous, pour passer à la politique de l'offre, c'est-à-dire produire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, vous leur donnez 20 milliards pour faire ça, vous mettez tout le pays à contribution pour cette politique dite de l'offre, alors que le dégât s'avance. Voilà comment je vais finir. Notre 2e désaccord, c'est la lutte contre le productivisme. Et moi, j'affirme, dans la tradition de la gauche émancipatrice, c'est le progrès social qui fera le progrès économique et le progrès humain. C'est le progrès écologique. Je vais finir juste sur ça. Jérôme Cahuzac, vous et moi, on a en commun une racine commune dans le socialisme, qui nous a habitués à penser plus grand que nous. C'est à ça que je veux nous ramener. Quel est le défi pour les êtres humains au XXIe siècle? Le défi, c'est que nous sommes 7 milliards, on va être 9 milliards. Il faut des quantités gigantesques de nourriture pour faire face à cette population et combien d'autres choses. Voilà pourquoi. Où est l'avenir de l'humanité, Jérôme Cahuzac? La mer. La mer, 70% de la surface du globe, 50% des Français qui vivent à moins de 100 km. Il y a là un espace d'expansion terrible. Regardez votre foutu gallois. Pas une ligne sur cette affaire-là. Nous sommes le 2e territoire maritime du monde. C'est par là qu'il peut y avoir l'expansion des Français, l'énergie, le démantèlement des navires. On ne va pas se repayer cette histoire du Clémenceau pourri jusqu'à la moelle, démantelé par des gosses. Vous voyez, Jérôme Cahuzac, on a 1h10 devant s'il y a le socialisme, si le socialisme a un sens, c'est d'être à la hauteur des enjeux de la civilisation humaine et du quotidien des gens. Et aujourd'hui, Jérôme, survivre, ce n'est pas un projet de vie. Et la plupart des Français sont occupés à survivre. J'ai laissé Jean-Luc Mélenchon faire une première intervention. Je lui demanderai à l'avenir d'essayer d'être un peu plus court, parce que j'ai quand même des questions à vous poser. Mais je vais vous répondre. Non, mais il vient de vous dire, on est né dans un arbre commun, si je vous ai bien compris, qui s'appelle le socialisme. Laissez-moi terminer. Mais c'est vous la vieille gauche. Comment vous réagissez à ça, vous ? C'est compliqué de réagir à ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on est quand même passé de la racine commune, du social-libéralisme... à l'écosocialisme. Du Merkozy aux océans ou aux mers qui bordent nos côtes. C'est vrai que la France a comme chance rare dans le monde d'avoir de nombreuses façades maritimes. J'ignorais que Jean-Luc Mélenchon était à ce point versé dans le commerce maritime et l'amour des océans. On a en tout cas cette passion en commun. Sur la vieille je gauche. remarque par ailleurs
qu'après avoir été tancé de social-libéralisme sans que soit contestée mon appartenance à la gauche, j'en déduis donc que pour Jean-Luc Mélenchon, le social-libéralisme est de gauche. C'est déjà un premier point. J'ignore si c'est la conclusion à laquelle Jean-Luc Mélenchon voulait arriver, mais il me semble que le raisonnement qu'il vient de tenir sur ce plan est imparable, puisqu'il ne conteste le mot que vous venez pas. d'employer, vous l'assumez, vous dites je suis un social-libéral. Puisqu'il ne conteste pas mon appartenance à la gauche et qu'il me tance de social-libéralisme, c'est donc que pour lui, être social-libéral, c'est être de gauche. Ce que je veux dire, c'est que il ne s'agit pas de savoir si on est de l'ancienne ou de la nouvelle gauche. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ce critère chronologique soit le plus pertinent qui soit. Et lui et moi, il nous est arrivé de faire référence à Jaurès, qui n'est pas ce qu'il y a de plus récent, tout en restant, selon moi, toujours très moderne. Toujours très moderne. Mais je ne cherchais pas non plus Jean-Luc Mélenchon sur les citations de Jaurès dans les congrès. Il a dû en faire beaucoup plus que moi, donc je ne le contesterai pas une forme de leadership en la matière. C'est probable. Ce que je veux simplement dire, c'est que, évidemment que je suis de gauche, et évidemment que je m'efforce d'être réaliste, pour une raison assez simple. C'est que quand on est réaliste sans chercher à être juste, on passe à côté de l'essentiel. Et quand on veut être juste en méconnaissant les réalités, on se condamne, je le crains, à une forme d'impuissance, une impuissance que d'ailleurs les plus beaux discours, je ne parle pas naturellement de ceux de Jean-Luc Mélenchon, son talent est connu en la matière, mais que les plus beaux discours, les plus belles envolées, les plus belles expressions, les plus beaux contre-pieds, que rien de tout cela ne pourra jamais masquer ni compenser. Donc juste et réaliste, réaliste et juste, c'est comme ça que je définis ou justifie, si vous me le permettez, ce que j'estime être mon appartenance à la gauche. Un dernier mot pour remercier Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir accepté, contrairement à ce que certains semblent avoir voulu faire pour lui, de ne pas avoir accepté d'être finalement l'arbitre des élégances qui est de gauche, qui ne l'est pas. Si déjà ce soir nous commençons, Jean-Luc Mélenchon, par ne pas contester notre appartenance commune à la gauche, ça sera déjà un bon débat. L'actualité nous amène à parler mais d'abord. Oui, Jérôme Cahuzac, mais je vais vous dire, je vous réponds, je sens que c'est quelque chose que vous avez sur le cœur. Moi, aucun d'entre nous n'a envie de faire la police politique. C'est pas le sujet. La question est votre réponse, pas seulement ce que vous venez de dire sur le réalisme, la justice et tout ça, parce que pour moi c'est de la rhétorique, mais ce que vous avez mis sur la table comme politique, pas vous, Jérôme Cahuzac, mais l'ensemble du mouvement Parti socialiste européen qui a conduit au désastre en Grèce, en Espagne, au Portugal, et ce que j'apporte comme réponse, qu'est-ce qui est de l'un ou de l'autre le réalisme pour sortir de la situation dans laquelle on est? Voilà. La crise, vous êtes d'accord avec moi, Jérôme Cahuzac, pour dire qu'il y a une crise de la civilisation humaine. C'est la plus grande crise du capitalisme depuis la guerre. Factuellement, je suis plutôt en désaccord avec vous, car, mais peut-être ai-je fait une erreur, et dans ce cas-là, vous la corrigerez, mais il ne me semble pas que ce soit la gauche qui ait mis ni la Grèce, ni l'Espagne, ni le Portugal dans la situation que nous connaissons. Il ne me le semble pas. Et en tout cas, si la France sort de la crise qu'elle connaît maintenant depuis de nombreuses années, c'est parce que les politiques que nous menons l'auront permis, et je crois fermement que ces politiques-là, parce qu'elles sont de gauche, permettront à la France de sortir de cette crise, c'est-à-dire de commencer à réduire le chômage. Maintenant, si, quand je me permets de dire ce que je pense le plus sincèrement du monde, ou quand je développe un certain nombre d'arguments, vous donnez l'impression de balayer cela en disant ça c'est de la rhétorique et ça n'a pas d'importance, le débat risque peut-être de ne pas avoir l'intérêt que pour ma part, je suppose qu'il peut avoir, et dont d'avance, je me régale. D'accord. Enfin, vous avez quand même aussi expliqué les beaux discours et tout ça, je connais. C'est pour ça que je dis c'est de la rhétorique, parce que réaliste, je m'estime réaliste, et juste qui a envie d'être injuste. Ça, on va le regarder. Non, attendez. Ça, on va le regarder parce que on va le regarder, Jean-Luc Non. Mélenchon, parce que moi, j'ai défendu un budget au Parlement, Oui, Très bien. et vous portez un contre-budget. Alors, on va voir qui est réaliste, parce que je suppose que les différents chiffres que vous connaissez, vous avez quelques notes, là, j'ai un peu regardé les choses avant. Hein. Oui. On va voir. Et d'ailleurs, peut-être avez-vous des choses que par erreur, nous n'aurions pas commises, faute de les avoir bien comprises. Mais dans le contre-budget qui a été élaboré par vous et vos amis, vous pour l'essentiel, j'imagine, on va voir qui est réaliste et qui ne l'est pas. On prend le Ça sera dossier un intéressant. par un et je vous promets que nous parlerons budget. On commence d'abord avec cette fameuse taxation des hauts revenus à 75%, censurée par le Conseil constitutionnel. Jérôme Cahuzac, ça paraît quand même surprenant de se faire retoquer un texte préparé depuis des mois. Pouviez pas mieux nous verrouiller tout ça? Il faut quand même que vous vous remémoriez ce qu'est la procédure budgétaire. Le texte, avant d'être soumis au Parlement, avant même d'être délibéré et adopté en Conseil des ministres, il est soumis au Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la structure qui, depuis plus de 2 siècles,
et le conseil juridique du gouvernement, quel que soit le gouvernement. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction dans le droit administratif, et le texte qui a été censuré avait passé le filtre non seulement du Conseil d'État, mais de son Assemblée générale. Alors, Donc moi, je veux bien la faute du Conseil d'État. Je veux bien qu'on traite avec désinvolture les avis du Conseil d'État, mais il se trouve que ce n'était pas mon cas. Et d'ailleurs, nous avons corrigé un certain nombre d'articles sur la recommandation du Conseil d'État. Il se trouve que là, nous n'en avions pas eu, et donc le texte qui a été soumis au Parlement est celui qui avait été validé par le Conseil d'État. Ceci pour répondre à l'accusation. Vous avez été un peu léger de présenter les choses de la sorte au Parlement, et si vous aviez été plus sérieux, le Conseil l'aurait peut-être validé. Écoutez, on a été aussi sérieux, autant sérieux qu'on le peut, et en tout cas, le Conseil d'État ne nous avait rien dit en la matière. Là, pour recadrer un peu les choses. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition. Il la censure en indiquant que dès lors qu'en France on impose le foyer fiscal et pas les individus, il fallait conjugaliser cela. Bon. C'est un argument dont nous sommes obligés de tenir compte, étant entendu que, vous le savez probablement, Jean-Luc Mélenchon aussi, la CSG n'est pas conjugalisée. On ne paie pas la CSG par foyer, on paie le CSG par activité et individuellement. Donc il n'était pas exclu, il n'était pas absurde d'envisager que la non-conjugalisation de cette disposition pouvait être acceptée par le Conseil. Je rappelle que conjugaliser, c'est tenir compte du foyer et non pas seulement des individus. C'est cela. On est d'accord. C'est-à-dire qu'un couple, avec l'un des deux qui gagne 1 million d'euros ou plus, il ne faut pas compter une part mais 2 parts. Et parce que nous ne l'avons pas fait, le Conseil a estimé que cette mesure était inconstitutionnelle. Je ne commande pas les décisions du Conseil, je constate qu'il a décidé. Et au regard de ce qu'il nous dit de ces différentes censures, il faudra les étudier, les comprendre. Je crois que nous y sommes parvenus. Et le Président de la République nous a donné mandat à Pierre Moscovici et à moi-même, proposer une autre disposition qui, en reprenant l'esprit du candidat François Hollande, sera cette fois-ci conforme aux prescriptions du Conseil. Est-ce que vous avez été surpris par cette décision du Conseil constitutionnel? Je rappelle que vous proposiez, vous, de taxer carrément à 100% au-delà de 360 000 euros. Et on peut se dire d'ailleurs que votre proposition, du coup, aurait sans doute été censurée. Oui, mais comme nous, on avait prévu une constituante pour reposer tous ces problèmes devant les Français, je pense qu'il l'aurait réglé. Parce que moi, je commente les avis du Conseil constitutionnel et je ne suis pas d'accord. Le Conseil constitutionnel n'a pas à prononcer des jugements en opportunité. Ce n'est pas à lui de dire si tel taux est confiscatoire ou pas. Il a le droit de dire cela est conforme ou non à la Constitution. Et la question du montant des impôts résulte exclusivement de la délibération nationale. Maintenant, sur les 75%... Vous voulez dire que c'est donc une décision politique que vient de prendre le Conseil constitutionnel? C'est une décision politique que d'écrire que tel ou tel taux est confiscatoire. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, après, il y a une sanction qui s'opère sur le caractère particulier, technique. Est-ce que c'est par tête ou est-ce que c'est par ménage? C'est une autre discussion juridique. Mais là, je peux faire un reproche. Et Jérôme Cahuzac, je ne veux pas le prendre en traite parce que le malheureux, c'est lui qui est là. Mais nous nous souvenons tous... Si j'ai l'air malheureux, je suis désolé, mais... je croyais vous être agréable. C'est pour détendre l'atmosphère. Mais en me traitant de malheureux, vous pensiez m'être agréable? C'est-à-dire, oui, c'est bizarre comme état d'esprit. Vous avez le compliment facile. Mais oui, c'est parce que je me souviens de cette émission où il découvrait en plein plateau... Chez vous d'ailleurs. Mais oui, il découvrait cette histoire. Là, pour le coup, vous m'auriez traité de malheureux, vous auriez eu raison. Mais ce soir, non. Bon, mais ce soir-là, non. Bon. Ce soir, non. Alors, donc, il n'était pas au courant. L'autre a inventé ça sur un coin de table. Et tout le monde sait, se dit partout, il a fait ça parce qu'à l'époque, comme Jean-Luc Mélenchon... c'est le président de la République. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, il était François Hollande, le candidat du Parti socialiste. Donc, il a inventé ça sur un coin de table parce que tout le monde lui disait ce Mélenchon est en train de monter, qui prétend taxer les riches, et c'est un langage que tout le monde entend parce que c'est la vérité que dans ce pays, ceux qui ont beaucoup ont très peu cotisé pendant la période de M. Sarkozy, ont été gavés de cadeaux de toutes sortes. Donc, il décide ça. Et dès le début, j'ai dit, ça ne tient pas debout. On ne fait pas un système d'impôt où on va monter seulement 5 tranches, parce qu'on n'en est toujours qu'à 5 tranches. La dernière tranche est à 45%, 45% de ce qui est dans la tranche, hein, pas du total, 45%. Et puis tout d'un coup, il y a une dernière marche à 75%. C'est-à-dire que l'euro de différence qui va faire passer quelqu'un qui est juste 1 euro en dessous de 1 million à 1 million, il lui coûte 75% de la suite. Tout ça est aberrant et a été bricolé dans des conditions épouvantables. J'estime que l'heure est venue de faire une véritable réorganisation générale des impôts. Ça ne peut plus durer. Quand on parle de taux, par exemple, autour de cette table, Cahuzac le sait mieux que personne, il connaît tous ces chiffres par cœur.
c'est une épuisette percée. Vous avez un taux et vous allez chercher dans l'eau vos sous, mais il y a tellement de niches fiscales que c'est une épuisette percée. Vous ne ramenez pas les taux qui sont prévus. Donc, il faut mettre, comme je le propose, 14 tranches pour lisser l'effort. Et la dernière tranche, nous, la question que nous avons voulu poser, le débat que nous avons voulu lancer, qui est un débat de civilisation, c'est ça que je veux dire, plus que le chiffre qui compte. C'est une vieille idée, le maximum. Je parle du revenu maximum, je ne parle pas du salaire maximum. Le salaire maximum, c'est un autre dispositif que j'ai imaginé pour les entreprises. Personne ne doit gagner plus de 20 fois le salaire le plus bas, d'accord? Mais le revenu maximum, vous savez de quand date cette idée? Yves Calvi, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui l'a trouvée à la dernière élection. Elle date du 4 août 1789, parce que le 4 août 1789, ils ont décidé que personne ne pouvait gagner plus de 3000 livres de rente en France républicaine. Eh bien moi, je reste sur cette idée. C'est-à-dire que je considère qu'il y a un niveau d'accumulation de la fortune indécent, immoral, contre lequel je suis radicalement opposé. Il faut que chacun ait de quoi vivre, soit récompensé de ses efforts lorsqu'il en fait beaucoup, mais il n'est pas question que certains accumulent des fortunes aussi considérables qui ne servent à rien qu'à les nourrir la bulle financière. Cet argent est prélevé au prix du sang et des larmes et jeté ensuite dans la bulle financière où il sert à rien du tout. Qu'est-ce que vous lui répondez? À quoi? Je vais essayer d'être plus précis. Tout à l'heure, il a parlé de l'épuisette qui ramassait. Non, à la dernière partie. Là, on chahute large. Jean-Luc Mélenchon vient de vous dire qu'il l'avait vu à la lumière d'une mesure qu'il qualifie d'opportuniste et d'électorale sur les 75%. Il avait vu rapidement la difficulté que ça posait et que, par ailleurs, il faut multiplier les tranches. Alors, j'ai peut-être envie de vous dire les choses autrement. On attend toujours la grande réforme fiscale que nous avait promis le président François Hollande. C'est pour quand? Elle est faite. Ça va être la nouvelle de la soirée. La réforme fiscale est Je finie. me doutais bien, Jean-Luc Mélenchon, que vous n'aviez pas suivi les débats parlementaires du mois de décembre, mais c'est vrai qu'ils étaient un peu ardus. Alors, elle est faite pourquoi? Apparemment, moi non plus, j'ai pas suivi. Je n'étais pas élu. Vous imaginez pas à quel point elle le fut. Vous imaginez pas à quel point elle le fut. Pourquoi elle est faite? Parce que ce que moi je juge être la réforme fiscale, c'est ce que nous avons proposé au nom du gouvernement avec Pierre Moscovici, et que le Parlement a adopté, enfin l'Assemblée nationale. Parce qu'au Sénat, les communistes ont voté avec la droite, vos amis ont voté avec la droite et ont refusé c'est l'inverse. la réforme fiscale. Non, mais attendez. Ok, c'est la droite qui a voté avec le Parti communiste, si vous le souhaitez. Écoutez, on reste corrects tous les deux. La motion qui a été déposée par les communistes a été rejointe par les votes de droite. Quand vous avez voté les traités européens, vous avez voté un texte de droite avec la droite. Grosse différence. Il est d'accord avec votre mise au point. Très bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'UMP et le Parti communiste ont voté ensemble au Sénat. Maintenant, je ne sais pas qui a rejoint l'autre, mais en tout cas, au moins les deux peuvent être gênés. Sur le traité Merkozy, c'est clair. C'est vous qui avez signé le texte de Sarkozy et qui l'avez voté avec la droite. Si on voulait qu'on parle du traité constitutionnel, je veux bien. Mais là, il faut qu'on était... Allons-y, c'est une très bonne idée. On était sur la réforme fiscale. Voilà, oui, c'est une très bonne idée. Je ne voudrais pas vous donner l'impression d'abandonner la réforme fiscale pour laquelle je vous sens très à l'aise au profit d'un autre texte, à propos duquel je ne serai pas moins à l'aise que vous, croyez-le bien. Et donc sur la réforme fiscale, pourquoi est-elle faite? Parce que nous avons fait ce que beaucoup demandaient, y compris d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire demander à ce que le produit du capital soit imposé comme le produit du travail, au même barème de l'impôt sur le revenu. C'est vrai pour les intérêts. Osez dire que ce n'est pas vrai pour les intérêts, Jean-Luc Mélenchon. Vous vous trompez. C'est vrai pour les dividendes, osez dire que ce n'est pas vrai, vous auriez tort. Vous l'avez rajouté, et c'est vrai pour les plus-values, en tout cas pour les investisseurs dits de passage, puisque nous avons créé une exemption, une exception pour les créateurs d'entreprises, parce que nous estimons qu'on a besoin aussi, Jean-Luc Mélenchon, de ces gens-là. Et donc cette réforme fiscale, elle est faite. Et le Conseil constitutionnel a validé, pour répondre à ma question, cette réforme ce que vous fiscale. estimez être la grande réforme fiscale du président Hollande, ça consiste à mettre en place une tranche nouvelle à 75%. Je n'ai pas prononcé une seule fois ce mot-là, mais je peux y revenir si vous le souhaitez. La grande réforme fiscale, la réforme fiscale, chacun jugera la taille qu'elle peut avoir. La réforme fiscale fondamentale, en tout cas à mes yeux, qui a été proposée par le gouvernement et votée par le Parlement, c'est d'imposer les revenus du capital comme l'étaient les revenus du travail. Est-ce que vous savez, Yves Calvi, qu'à la suite des différentes réformes de ces 10 dernières années, les produits du capital, les revenus du capital étaient beaucoup moins imposés que les revenus du travail? La tendance ces dernières années, et pas qu'en France, Jean-Luc Mélenchon, dans beaucoup de pays. Même le président Sarkozy s'en est étonné. Il s'en est étonné, mais c'est quand même sous son autorité, soit comme président de la République, soit comme ministre de l'économie et des finances, et en tout cas dans le gouvernement auquel il participait comme ministre de l'Intérieur, c'est en tout cas toutes ces instances-là auxquelles il participait, soit comme initiateur, soit comme membre actif, c'est tous ceux-là qui ont produit des dispositions fiscales qui privilégiaient outrageusement
les revenus du capital par rapport aux revenus du travail. Nous y avons non seulement mis un terme à ces excès, mais nous sommes allés plus loin, puisque avec cette réforme, les produits du capital, les revenus du capital, qui ne sont pas plus infamants que les revenus du travail, sont taxés autant que les revenus du travail. Les taxer davantage, ça n'était pas la question. Les taxer moins, ça n'était pas supportable. Les taxer de la même manière, c'était ce qu'il fallait faire. Vous estimez que ça n'est pas une réforme? Eh bien, écoutez, ça n'est pas l'avis. Je vous fais remarquer que ça n'est pas l'ampleur de ce que l'on pouvait lire, notamment dans les écrits de François Hollande, qu'il n'y a pas de fusion d'impôts sur le revenu et de la CSG, et qu'en gros, nous avons pour l'instant une réforme qui consiste à faire une tranche supplémentaire à 45% et une taxe à 75%. Voilà. Bon. Je vais me répéter parce que... Et moi, je peux avoir... Je vais me répéter parce que lui va se répéter, mais moi, la tranche à 45%, c'est une tranche supplémentaire qui d'ailleurs remet de la progressivité au barème de l'impôt sur le revenu. Et là, Jean-Luc Mélenchon avait raison, il fallait remettre de la progressivité. Nous le faisons avec cette tranche à 45%. Mais je me permets d'insister, Yves Calvi, cette réforme ne se limite pas à cette tranche à 45%, pas davantage qu'à cette taxation exceptionnelle à 75% sur laquelle il faudra revenir. L'essentiel de la réforme, c'est que les produits du capital sont imposés au barème de l'impôt sur le revenu comme les revenus du travail. Vous avez l'air de penser que c'est une réformette, que c'est sans importance. Je pense que vous vous trompez. Jean-Luc Bon, Mélenchon. alors d'abord, commençons par dire qu'on aura appris quelque chose ce soir. Donc ça y est, la réforme fiscale de François Hollande est faite. J'aurais d'ailleurs une question, s'il le permet, à poser à M. Une réforme Cahuzac. de gauche ? Oui, parce qu'il a parlé de la taxation, il a dit à Europe 1 là, ce dimanche, il a dit il n'y aura plus d'autres impôts pour le reste du quinquennat, il a dit il n'y en aura plus d'autres, et ça n'est pas envisageable. Donc la question que je veux lui poser, mais il me laissera développer mon autre point, mais je veux qu'il l'entende tout de suite, le temps qu'il y réfléchisse. C'est donc... Bien aimable. Oui, mais je suis aimable, figurez-vous. Je le constate. Et la question que je veux lui poser, c'est donc la taxation différentielle des Français qui se trouvent à l'étranger et que j'ai proposé dans la campagne présidentielle, que par un hasard de plateau de télévision, Nicolas Sarkozy a repris sur le même plateau de télévision, il s'agissait de TF1. Laurence Ferrari lui a remarqué que c'était une idée de Jean-Luc Mélenchon. Il a dit « Ah ben si c'est une bonne idée, je prends ». C'est-à-dire faire payer la différence de ce qu'aurait payé un Français en France par rapport à ce qu'il paye à l'étranger, n'est-ce pas? Ce qui nous permet de régler une bonne fois pour toutes la question de l'évasion des émigrés fiscaux. Hein. Alors, pourquoi je la pose cette question? Parce que s'il dit qu'il n'y aura plus d'impôts supplémentaires, ça veut dire que ça n'aura pas lieu. Mais moi, je crois que je peux espérer ce soir obtenir sur ce plateau de M. Cahuzac, dont je sais qu'il est d'accord avec moi, parce que c'est Jérôme Cahuzac, président de la Commission des Finances. Président de la Commission des Avant Finances. Avant que M. Mélenchon ne le propose. Hein. C'est vous le premier. Nous sommes d'accord. Je ne sais pas si c'est vous avant moi ou pas, mais peu importe. Ah, si ça vous fait plaisir. C'est même nettement avant. Vous ne savez pas ce que peut-être vous avez suivi tous les travaux du Parti de gauche depuis le début, je vous félicite. Mon ami Jacques Généreux qui est là derrière, mais c'est pas important. Peu importe. Si vous voulez lui demander, je vous laisse si le temps vous d'y voulez. aller. Écoutez, Jérôme Cahuzac, ok, vous l'avez inventé, alors faites-le. Voilà. Alors faites-le. Bon, maintenant, sur le... Non, Vous ne voulez pas qu'il réponde à ça? C'est intéressant. Non. Oui, mais je veux d'abord... Jean-Luc Mélenchon, il a besoin d'élan. Là, il a pris son élan. Alors, je vous en prie. Mais je voudrais répondre sur la soi-disant taxation du capital, qui est faite des revenus du capital qui sont faits comme ceux du travail. Pardonnez-moi, je résume ce qui vient d'être dit. Oui. Quand vous étiez président de la Commission des Finances en 2010, vous souhaitiez imposer tous les Français de J'ai l'étranger. même déposé un amendement. Absolument. Oui. Comme s'ils vivaient en France. Est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que ça pourrait se faire? Et voilà, pourquoi le ministre n'est-il pas apparemment en accord avec l'ancien président de la Commission des Finances? Les deux sont d'accord. Les deux sont d'accord parce que c'est l'avantage du travail parlementaire. C'est que lorsqu'on dépose un amendement, on réfléchit à la question, on rencontre un certain nombre d'experts, notamment d'experts fiscaux. On discute ailleurs avec les collègues, pas forcément ceux du même parti. On discute avec les parlementaires de l'autre assemblée. J'ai eu de longues discussions là-dessus avec Jean Arthuis, que Jean-Luc Mélenchon connaît bien. Il l'a côtoyé quand il était sénateur. Et on s'est aperçu de quoi? C'est un gars de droite, hein. Enfin, lui, il se prétend du centre, mais peut-être que pour vous, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Bon. Oui, bon, écoutez, vous vous arrangerez avec lui. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui vous arrangerez avec lui. Moi, qu'il en soit, Jean Arthuis, il est de droite. Jean Arthuis était totalement d'accord avec cette proposition. Ce qui peut-être est pour vous un critère de centre, de droite ou de gauche, mais en tout cas, il était totalement d'accord avec cette proposition. Il a même écrit à Christine Lagarde qu'il souhaitait que, conjointement avec la Commission des finances de l'Assemblée, on crée un groupe de travail pour regarder ce qu'il en était. Alors, on a entamé un certain nombre de travaux préparatoires pour faire cela. Et on s'est aperçu de ce dont, au fond, on aurait dû se rendre compte assez vite et dont vous allez finir, je le crois, par vous rendre compte, vous aussi. C'est que, quelle que soit la loi que l'on puisse voter, la norme juridique, la valeur de la loi, dans notre pays, mais dans les autres aussi, est une valeur inférieure à celle des traités.
Un traité passé entre deux États, c'est d'une norme juridique supérieure à la loi. On peut le regretter, il m'est arrivé de le regretter, probablement à vous aussi, mais c'est ainsi, et on ne va pas le changer parce que ça a toujours été le cas. Et là-dessus, il faut bien comprendre que... Pardon ? Non, c'est dans le truc en latin. Pacta sunt servanda. C'est ça. On est d'accord. Mon latin n'est pas du non, niveau non, du vôtre. allez, passons. Non, si vous faites une citation latine... Ça veut dire que les lois sont il a raison, ça nous traité. vient du droit romain. Il a raison, ça nous vient du droit romain. Ça vient du droit romain. Or, les conventions fiscales que nous passons avec les différents pays du monde, nous avons 121 ou 122 conventions fiscales, notamment avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec la Suisse, avec la Grande-Bretagne, avec la Russie, puisque maintenant la Russie est une terre, paraît-il, pour exilés fiscaux. Bref. Avec le Qatar ? Avec tous les pays. Avec tous les pays. La convention fiscale a une valeur de traité. Et donc la convention fiscale, quelle que soit la loi votée par le Parlement, quelle que soit la majorité qui se serait réunie sur cette disposition, ce traité est d'une valeur juridique à la loi qui donc deviendrait inopérante tant que la convention fiscale n'est pas revue. Et si l'on veut donc, et l'idée me paraît bonne, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de désaccord avec celui que je fus pendant quelque temps, c'est-à-dire président de la Commission des finances. Si l'on veut arriver à cela, il faut d'abord, 1, dénoncer une convention fiscale, 2, la renégocier. Les délais moyens, c'est entre 2 ans et demi et 5 ans. Donc on n'est pas dans l'immédiateté. Mais en revanche, j'ai bien noté, comme vous aussi probablement, que le président de la République avait évoqué la possibilité de revoir des conventions fiscales, en particulier avec certains de nos voisins. Je pense que c'est une piste intéressante, à laquelle d'ailleurs nous commençons à donner un début d'application. Prenez la convention fiscale avec notre voisin helvète. Il avait un traitement particulier de cette convention fiscale, avec une certaine tolérance à l'égard de certaines pratiques. Je pense en particulier au forfait fiscal que certains cantons helvètes décidaient de demander à certains de ceux, ils sont quelques-uns, qui avaient décidé d'aller vivre dans ces belles montagnes. Et bien, cette tolérance est terminée. Avec Pierre Moscovici, on a mis un terme à cette tolérance pour que la Convention s'applique dans ces termes précis et pas dans ces termes interprétés. Donc on fait des choses de cette manière. Alors bien sûr, ça sera jugé peut-être comme insuffisant, comme léger, comme tardif. Je veux bien tous ces reproches. Mais certainement pas celui que, 1, nous n'y penserions pas, 2, qu'on n'y a pas réfléchi, et 3, qu'on ne ferait rien. Il se trouve, Jean-Luc Mélenchon, que même si, comme vous, il m'arrive d'être un peu impatient devant des résultats qui peuvent tarder, il faut apprendre à prendre du temps pour obtenir des résultats, faute de quoi, d'ailleurs, on n'aboutit à rien. Alors, vous avez bien raison. Vous avez de l'ordre de 3 minutes de retard, ce qui ne veut pas dire que je vous donne 3 minutes de enveloppe. Monsieur Mélenchon, non, mais je vous laisse réagir. Ah bah oui, Jérôme. J'en reviens pas. C'est grisant. C'est le miracle de mon croisé. C'est grisant. J'aimerais qu'on passe assez vite au déficit. Oui, bien sûr. Voilà. Je peux juste vous poser une question ? Je vous en prie. Le départ et à tous les deux rapidement, mais c'est vous qui commencez, le départ de Depardieu, est-ce que ça vous touche, est-ce que ça vous interpelle ? Voilà. Bon, moi je ne veux pas faire du cas Depardieu l'alpha et l'oméga. Il y a une partie qui tient à la personne, à la personnalité extravagante d'un artiste. Bon, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je veux qu'on en finisse avec l'argument que j'ai entendu 100 fois sur les plateaux, chaque fois que je parle de la réorganisation fiscale, de la patrie, de la manière de contribuer tous à l'effort, à chaque fois on me dit « mais ils vont partir, monsieur Mélenchon ». Donc, comme ils vont partir, leur turpitude fait que je devrais me taire et ne rien proposer. Je ne dis pas que vous ayez dit ça. Vous avez remarqué que je n'ai absolument pas utilisé cet argument. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que vous l'ayez affirmé, Merci. Mais je veux dire que je l'ai entendu, parce que mon souci dans la vie, c'est pas vous, c'est la droite. Mais eux, c'est leur argument. Tout le temps. Eux et l'extrême droite. Et il me dit, alors qu'est-ce que vous leur dites ? Et à l'époque, je répondais d'une manière taquine, et ben je leur dis au revoir. Parce que personne n'est irremplaçable et on peut remplacer tout le monde. Dans ce pays, les talents, ils sont là. Bien. Il nous faut une mesure qui signifie quelle est la direction que prend le pays. Et il faut commencer. Donc on vote la loi. Alors après, Jérôme Cahuzac a raison de dire, il y a des conventions fiscales. Mais ce problème n'est pas posé qu'à nous, Français. Les Américains, les Nord-Américains ont le même problème, et que font-ils ? Pays par pays, ils vont discuter avec les gens. Et quand c'est les États-Unis d'Amérique qui arrivent, j'aime mieux vous dire que, pour leur dire non, les pays réfléchissent à 2 fois. Eh bien, nous sommes les Français. Et où croyez-vous que soient ces exilés fiscaux, Jérôme Cahuzac ? Vous croyez qu'ils sont dans les 175 nations du monde, 195 nations du monde ? Non, ils sont dans quelques pays. Certains sont des paradis fiscaux que nous devons frapper. Nous sommes une grande puissance. Mais comment ? Une seconde. Et deuxièmement, si vous trouvez que c'est difficile de savoir comment on frappe les paradis fiscaux. Oui. Oui, eh ben alors on y reviendra dans un instant. Non, je veux bien que vous me répondiez. Non, mais je veux d'abord terminer, si vous voulez bien, ne pas être haché continuellement par différentes autres questions qui viennent en cours de route. Donc, oui, en effet, je ne manque pas de toupet.
Et donc, je termine sur ce que j'étais en train de dire. Donc, on prend la décision. Faut t'avouer ta Et moitié ensuite, pardonnée. Hein. on sait... Pardon? Il faut t'avouer ta moitié pardonnée, à moins que le toupet soit une qualité. Non, mais Oui, c'est une qualité dans ce cas. Par conséquent, lorsque la loi est votée, on prend pays par pays et on négocie. Et comme on sait quels sont les pays dans lesquels les gens vont, eh bien, c'est pas très difficile d'avoir cette discussion. Et je commence par dire, Jérôme Cahuzac, qu'il n'est pas acceptable que le Royaume de Belgique ou le Grand-Duché du Luxembourg ou quelque autre pays membre de l'Union européenne accepte de fonctionner comme un paradis fiscal pour les immigrés, qui courent les émigrés, les exilés fiscaux. Ça, c'est pas acceptable. Et dans l'Union européenne, ils vont leur dire maintenant, ça suffit. Nous sommes, nous aussi, un grand pays et nous avons des droits. La manière de régler une bonne fois pour toutes, c'est de voter la loi et de commencer pays par pays. Jérôme Cahuzac, vous n'y arriverez pas, vous ou votre successeur ou qui que ce soit d'autre, si vous n'avez pas l'appui de la loi. C'est exactement la même chose que ce que je raconte à Montebourg quand je lui dis « tu n'y arriveras pas si tu n'as pas une loi contre les licenciements boursiers ». Vous serez condamné à faire des phrases, ce qui est bien et important. Il vous faut la force de la loi, de la grande puissance qu'est la France, la force de la loi, pour que tout le monde paye, tous les Français payent à la tâche. Alors après, on peut prendre des dispositions que je connais, faciles. On comprend, les gens n'ont pas, quand vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas l'école laïque obligatoire et gratuite. Oui. Donc vous engagez des dépenses pour l'éducation de vos enfants. On peut imaginer de déduire ça de l'impôt, bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller étrangler les gens, il ne s'agit pas de punir, de montrer du doigt. Il s'agit d'établir une règle, la même, tout le monde paye. Et on paye d'autant plus qu'on a les moyens de le faire. Voilà ce que je veux. Alors, tout à l'heure, Jérôme Cahuzac, vous m'avez dit que j'aurais le droit de lui répondre, dit nous taxons le capital, les revenus du capital comme ceux du travail. Et à cette occasion, nous avons évoqué, les deux questions sont connexes, la taxe à 75%. Bien. La taxe 75%, elle ne s'appliquait qu'aux revenus d'activité. D'accord? C'est-à-dire ce qui était considéré comme du salaire, excusez du peu, le salaire d'1 million d'euros par an. Mais enfin bon, bref, il y en a qui sont dans ce cas-là. Mais elle ne s'appliquait pas aux revenus du capital, c'est-à-dire aux dividendes. Vous êtes bien d'accord? Voilà. Or, les gens qui sont à ce niveau touchent beaucoup plus de leurs dividendes qu'ils ne touchent de leurs revenus d'activité, entre guillemets. J'espère que tout le monde suit. Or, cet argent, Jérôme Cahuzac dit, il est dorénavant taxé comme le reste. Non, il a été réintroduit dans l'impôt sur le revenu, ça c'est vrai, mais il bénéficie d'un abattement de 40%. Tandis que vous, Yves Calvi, vous là qui êtes dans le public, et sans doute vous, Jérôme Cahuzac, lorsque vous déclarez votre salaire, on vous fait un abattement de 10%. Qu'est-ce qu'il a cet argent-là, qui est si spécial, qu'il lui faut une faveur, une cajolerie spéciale? Et je finis, vous allez me l'expliquer, maintenant je termine sur une chose. Vous dites que vous avez rajouté de la progressivité, Jérôme Cahuzac, vous avez rajouté de la progressivité parce que vous avez créé une tranche à 45%. Non, mais enfin, c'est une mauvaise plaisanterie. Du temps du président François Mitterrand, il y avait 14 tranches, comme je le propose. Du temps de Lionel Jospin, il y en avait 7, et la dernière était à 53. Avec 45, vous faites moins bien que les tranches de Jacques Chirac. Alors écoutez, n'allez pas nous présenter ça comme la grande réforme fiscale. Ce n'est pas vrai. Les riches et les très riches continuent à se gaver dans ce pays, tandis que les autres tirent la langue. Et je suis sûr que vous le savez comme moi, dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs, il y a vraiment beaucoup de monde qui tire la langue, Jérôme Cahuzac. Ceux-là doivent payer. Ceux qui ont beaucoup doivent payer beaucoup. Je vous demande de conclure là-dessus de façon brève. Il faut absolument qu'on aborde le déficit cette fois-ci. Jean-Luc Mélenchon oublie un petit détail qui s'appelle la CSG, qui ne rapporte que 80 milliards d'euros chaque année au pays, car du temps de François Mitterrand, Jean-Luc Mélenchon, il n'y avait pas la CSG. Et du temps de Lionel Jospin... Il vous aura échappé que c'est Rocard qui l'a mis en place? Qui était président de la République? Ça ne m'a absolument pas échappé, mais du temps de Rocard... Qui était président de la République? Bien entendu, François Mitterrand. Bien, donc déjà, ce que vous voulez dire est faux. Allez-y, continuez, c'est pas grave. Ce que je dis n'est pas faux. Non, mais si vous voulez faire l'important qui se rappelle de tout... Mais non, pas du tout. Pas du tout. Moi aussi, hein. Je veux simplement... Alors, on va se rappeler vraiment de tout, Jean-Luc Mélenchon. Ça m'intéresse moyennement. Quand Michel Rocard était Premier ministre de François Mitterrand, à quel taux était la CSG? Allez, dites-le. Non, vous le savez. Ben non, c'est vous qui êtes l'expert. C'est ça. Donc Jean-Luc Mélenchon a oublié que du temps de Rocard, la CSG était à 1,1% et qu'ensuite elle est passée à 7,5%. Oui, et donc c'est un tout petit peu différent. Je suis reconnaissant que vous me le rappeliez. Mais non, mais ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal. C'est votre spécialité. Ce n'est pas acceptable de procéder comme ça. Allez, non, je me fâche pas. Je m'étais dit, il ne faut pas le fâcher, je l'ai fâché. Non, mais très bien. On va parler réduction des déficits publics. Écoutez, si ce n'est pas dans mes moyens, d'une certaine manière, vous me rassurez. Mais alors ne donnez pas l'impression que ça pourrait l'être. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas la CSG. Moins arrogant avec moi. N'oubliez pas, mais je ne suis pas arrogant. Simplement, quand vous me renvoyez François Mitterrand, bon, je ne sais pas si vous faites preuve d'arrogance
ou de désinvolture. Mais si on décide d'être correct l'un avec l'autre, chacun l'est tout le temps. C'est une et non pas par mesure l'épisode et quand ça initiée arrange. par Michel Rocard Et donc, sous je la me permets de vous présidence de rappeler, François je Mitterrand. me permets de vous rappeler, On s'est mis puisque d'accord. vous rappelez la fiscalité des années 80 et 90, que la CSG dans ces années-là, soit n'existait pas, soit était à un niveau qui n'a rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui, 7 fois moins. Et si je me permets de rappeler la CSG, c'est parce que quand vous expliquez ce qu'est la fiscalité des dividendes, vous oubliez une chose, c'est que sur les produits du capital, la CSG, elle est le double de la CSG des produits du travail. Donc si vous voulez qu'on compare tout, je veux bien, mais il faut tout comparer. Oui. Quant à Moi, je l'abattement, ne vais pas le faire, ce débat-là, parce que je n'en ai pas les moyens. Vous voyez, Jérôme Cahuzac, je vous en fais l'aveu. Si vous m'aviez dit on va discuter de la CSG, je serais venu avec mes fiches. Permettez que je vous réponde sur les 40% d'abattement sur les dividendes. Vaut mieux, quoi. Ça, c'est plus intéressant. Non, mais c'est pas moi qui ai abordé le sujet, donc je me permets de vous répondre. Non, si, c'est vous qui avez abordé le sujet de la CSG. Moi, je vous ai rien demandé. Je parle de l'abattement de 40% sur les dividendes. L'abattement de 40% sur les dividendes, ça obéit à un principe que, je crois, la personne en qui vous avez confiance on passe à autre chose après. Merci. Justifiera à vos yeux si je n'y parviens pas, et qui s'appelle d'éviter la double imposition. Il y a un grand principe en fiscalité, c'est qu'on invite de frapper 2 fois la même somme avec 2 impôts différents. Il y avait un système qui s'appelait l'avoir fiscal. Quand une entreprise distribue des dividendes, il se trouve qu'elle distribue des dividendes après avoir acquitté l'impôt sur les sociétés. Et donc, il y avait un avoir fiscal pour tenir compte du fait que ces sommes avaient déjà payé en partie l'impôt. Les 40% d'abattement sur les dividendes sont tout simplement les héritiers de l'avoir fiscal pour éviter que ces dividendes ne paient 2 fois l'impôt sur la totalité. Et donc, ces 40%, on les a maintenus. En revanche, ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est que dans cette réforme fiscale, on a supprimé l'abattement forfaitaire et pour un individu et pour un couple, et que c'est cette suppression-là qui rapporte beaucoup d'argent en 2013. Les déficits publics, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il est nécessaire, selon vous, de réduire la dette maintenant, je dis bien la dette maintenant, de notre pays? Et ça dépend quelle analyse on a de la situation. Si on pense que la dette est le résultat d'une simple mauvaise gestion, eh ben alors on rectifie. Si on pense qu'on est dans une situation historique ordinaire, ben alors on rectifie. Mais si on a le sentiment, au contraire, que c'est une crise terrible, qui a une racine non pas dans la mauvaise gestion, mais dans les prédations du capital et le rôle excessif de la finance dans l'économie, qui tue les entreprises et qui impose dans toutes les entreprises des normes de fonctionnement telles qu'elles sont asphyxiées, si on pense que c'est ça la crise, que c'est la crise du capitalisme, que c'est la crise du productivisme, alors non, ce qu'on est en train de faire est fou. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'éteindre tous les feux partout. Dans tous les pays, ce sont des politiques d'austérité qui donnent invariablement le même résultat à la marche à la récession. Je vais vous dire, moi je ne veux pas affoler, je n'aime pas peindre noir sur noir. Mais à l'instant, on citait Jacques Généreux qui se trouve derrière moi. Je pourrais citer d'autres. Jacques 3 fois Sapir. dans la soirée, c'est la soirée Oui, Jacques mais Généreux. c'est un très grand ami qui écrit des livres que M. Cahuzac devrait lire et dont il devrait s'inspirer. Notamment celui où j'ai fait la préface qui s'appelle « Nous on peut », qui montrera comment on peut gouverner contre les banques. Mais comprenez bien ça. Tous nous pensons que la situation va se dégrader terriblement cette année. Mais au début, il n'y avait que nous, le Front de gauche et les économistes atterrés et ceux qui participent de cette mouvance. Mais maintenant, ce sont même ceux du FMI. Ce sont des spécialistes de toutes sortes qui disent « Mais vous voyez bien », des prix Nobel d'économie qui disent « Vous voyez bien, vous êtes en train de tuer l'économie européenne. » Et c'est la première du monde, 25% du PIB mondial. L'Europe qui est en train de s'asphyxier sous ces absurdes traités et sous ces normes d'austérité, est en train non seulement elle-même de s'asphyxier, mais d'amener le monde entier à la récession. Et de cela, il sortira des événements terribles. Donc, il ne faut pas faire cette politique, il faut faire le contraire. Relancer l'activité, mettre à contribution la Banque Centrale Européenne autant qu'il le faut, au moins autant que l'a fait la Banque Fédérale des États-Unis d'Amérique. De manière, et c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la mer, Jérôme Cahuzac, là, réfléchissez-y un instant. Je ne l'ai pas dit pour me faire plaisir ou pour vous montrer que je m'intéressais à la mer. C'est que vous connaissez comme moi les mécanismes de l'économie. Pour qu'une économie fonctionne, et qu'elle fonctionne d'une manière écologiquement responsable et socialement responsable, il faut qu'il y ait un volant d'entraînement. C'est pourquoi je dis, allons de ce côté, parce qu'il y a des millions d'heures de travail qui sont là, en machines à installer dans l'océan, en désamiantage, comme je l'ai dit, des bateaux, et ainsi de suite. De la même manière que dans le progrès social, il y a des millions d'heures de travail pour les personnes dépendantes. Il y a des millions d'heures de travail, il y a des besoins de formation. Vous êtes pris à partie, je vais vous le dire, pris à partie, pardon, vous êtes interpellé sur un point, la compétitivité. Ce n'est pas qu'une question d'argent qu'on donne aux entreprises de manière aveugle, comme vous êtes en train de le faire. La compétitivité, c'est d'abord les êtres humains.
leur capacité à produire. Dans ce pays, vous avez 2,5 millions de personnes illettrées. C'est une souffrance terrible d'être illettré, dont le tiers est au travail. Est-ce que vous ne croyez pas que la première politique consiste à ramener tous ces gens au niveau de connaissance et de maîtrise de la langue qui leur permet de vivre comme tout le monde? Vous voyez, Jérôme Cahuzac, ce que je veux vous dire, voilà ce qu'il faut faire, du développement et du progrès humain, du développement social, du développement écologique. Le contraire de votre histoire, de serrer la gorge comme vous êtes en train de le faire à tout le monde. Alors, le gouvernement s'est engagé, je rappelle, Jérôme Cahuzac, à ramener les déficits à 3% du PIB en 2013. En plus, Jean-Luc Mélenchon, et c'est un fait, un certain nombre d'économistes pensent que le remède est devenu trop violent et même risque de tuer la croissance. Que leur répondez-vous et que lui répondez-vous? Toute mesure d'ajustement budgétaire a une conséquence de nature récessive, je ne le conteste évidemment pas. Et si nous avons fait davantage de choc fiscal que de choc d'économie dans la dépense, c'est parce que sur le court terme, on pense que cette disposition-là, ce mélange entre l'économie dans la dépense et la fiscalité est moins récessif que ne le serait l'inverse. Sur le long terme et le moyen terme, en revanche, nous pensons que c'est l'inverse, qu'il vaut mieux faire des économies dans la dépense que d'augmenter les impôts. C'est la raison pour laquelle on augmente les impôts d'abord, tout en faisant des économies, puis progressivement, nous ferons de plus en plus d'économies dans la dépense. Au fond, le débat avec Jean-Luc Mélenchon n'est pas de savoir s'il faut une pincée d'économie ou une grosse pincée d'impôts. Le vrai débat, la vraie question, si j'ai bien entendu ce qu'il disait, est bien de savoir si on peut continuer à s'endetter ou pas. C'est en tout cas la question et que si vous on posez. continue à s'endetter, le cas échéant, comment on finance cette dette et qui paye? Là, on a une divergence de fond. Ça ne veut pas dire qu'il est moins de gauche que moi ou que je le serai moins sur ce sujet qu'il ne semble l'être. On a une divergence. On a une divergence pour un certain nombre de raisons qui me tiennent à cœur, mais je ne suis pas le seul. La première, c'est que malheureusement, pour financer cette dette, il faut emprunter. Malheureusement, pour emprunter, il faut aller sur les marchés, notamment étrangers. Je dis bien malheureusement. Et que donc cette dette, tant qu'elle est à ce niveau-là, considérable, 1800 milliards d'euros, tant qu'elle est à ce niveau-là, elle est un abandon de souveraineté nationale. Peut-être pourrait-on se rejoindre avec Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet. Nous désendetter, c'est aussi retrouver notre souveraineté nationale. C'est permettre à la France de parler à nouveau fort et de manière respectée, manière que malheureusement elle a progressivement abandonnée, notamment ces 10 dernières années. Deuxièmement, la dette, c'est un véritable impôt à la naissance. Ceux qui naissent aujourd'hui, il n'y a aucune raison de leur faire payer nos dettes. Aucune. Il s'agirait de dettes contractées pour investir. Après tout, on peut penser que les générations suivantes ont profité des écoles, des routes, des hôpitaux, des universités, ça oui. C'est ce que vous suggérez, Jean-Luc Mélenchon, il y a un instant. On s'endette malheureusement bien peu pour investir. D'ailleurs, je ne lui demanderai pas, il va se fâcher, mais si je demandais à Jean-Luc Mélenchon combien l'État, depuis maintenant des années, consacre, l'État lui-même, combien l'État consacre-t-il sur son budget à l'investissement physique d'infrastructures? Mais c'est pathétique, le niveau auquel l'État investit aujourd'hui pour un pays comme la France. C'est absolument pathétique, tellement c'est dérisoire. Et pourquoi est-ce si peu? Précisément parce que, malheureusement, et chaque année, il faut rembourser ce qu'on a emprunté. Et plus on empruntera, plus il faudra rembourser. Et le remboursement de la dette, c'est devenu le premier poste budgétaire du pays. Moi, je ne m'y résous pas, ni à cet abandon de souveraineté, ni à cet impôt à la naissance. Alors, on s'est endetté à un point tel que maintenant, il faut rembourser. Alors, j'entends bien, certains disent, on va rembourser facilement. On ne rembourse jamais facilement. Je crois que c'est... Enfin, je ne prétends pas que vous ne soyez pas sincère, je pense que vous l'êtes. Mais je pense que, de la manière la plus sincère qui soit, vous trompez un peu votre monde en disant qu'on va pouvoir rembourser facilement et qu'il suffit d'eux. Il suffit d'imposer à la Banque Centrale Européenne, par exemple. Mais, Jean-Luc Mélenchon, vous avez voté le traité de Maastricht, vous? Vous l'avez même défendu sur les tréteaux. Il fallait peut-être y penser avant de le voter. Il fallait y penser avant, Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est le traité de Maastricht qui rend la Banque Centrale Européenne indépendante. Et je vais vous faire un aveu. C'est nouveau, je vais vous faire un aveu que bien peu connaissent. Oui. Moi, j'ai voté contre. Précisément parce que je ne voulais pas la Banque vous Centrale aviez Européenne soit raison. C'est vous qui indépendante. aviez raison et moi qui avais tort. Oui, et vous avez continué à avoir tort en refusant le traité constitutionnel européen. Parce que là, pour le coup, j'avais raison et j'ai voté pour et j'ai fait campagne pour. Parce que ça a amélioré les choses. Et donc, de manière assez curieuse, vous avez voté ce qui dégradait, vous avez refusé ce qui améliorait. Donc là, on n'est pas d'accord. Et donc, la Banque Centrale Européenne, comme elle est indépendante, vous aurez beau regarder M. Draghi ou ses successeurs, s'il en a un jour, les yeux dans les yeux, et lui expliquer qu'il y a du travail à faire en mer, qu'il y a des bateaux à désamianter, et qu'il y a évidemment de la souffrance sociale en France comme ailleurs. Vous aurez beau lui expliquer tout ça, y compris avec les mots les plus convaincants que vous savez trouver. La Banque Centrale Européenne, si elle ne veut pas, elle ne fera pas. Et pour ça, malheureusement,
l'éviter, il fallait y penser avant de voter Maastricht, monsieur Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Donc, rembourser, ça ne se fera pas D'accord, facilement, d'accord, monsieur j'ai Mélenchon. compris. Ça ne se Alors, fera pas d'abord, facilement. on va Je régler- ne sais pas si vous avez bien compris, mais j'insiste. Oui, oui, j'ai bien Parce que compris. faire croire qu'on va rembourser D'accord, je suis 1800 gauche, mais je milliards. comprends, hein. Faire croire, vous m'avez dit tout à l'heure de parler fort, si je parle trop fort, vous me le dites, je baisserai d'un ton. Donc, faire croire qu'on va rembourser ces 1800 milliards d'euros, facilement, comme ça, un peu comme par magie, par un tour de passe-passe, c'est se foutre du monde. D'accord. Ça y est? C'est fini? Pour l'instant, oui. Oui. Alors, il y a quand même plusieurs sujets qui ont été pris, et il faut y répondre. Parce que oui, il y a un clivage de fond entre nous, c'est cette histoire des traités européens. Alors, je vais d'abord commencer par balayer cet élément de l'argumentaire socialiste que j'ai déjà entendu 50 fois, mais enfin, il faut recommencer sur tous les plateaux de télévision. Oui, j'ai voté oui au traité de Maastricht. J'ai voté oui au traité de Maastricht. Vous n'en veux pas, hein, ça fait 20 ans. Et j'ai fait mon bilan. Comme je me suis demandé, j'ai cru loyalement ce qu'on m'a dit à l'époque. On m'a dit, si vous votez le traité de Maastricht, vous allez clouer, je vous parle là les propos du président Mitterrand, les mains des Allemands sur la table et ils ne pourront plus conspirer contre votre monnaie. C'était ça l'argument. Je l'ai cru. Je l'ai cru comme d'innombrables socialistes. On pensait que plus on ferait de l'intégration et plus ça avancerait. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. Quand arrive le traité constitutionnel en 2005, détail qui ne vous aura pas échappé, cher Jérôme Cahuzac, contient le traité de Maastricht, le traité de 2005. Il contient le traité de Maastricht. Il contient tous les autres traités. Car c'était la refonte de tous ces textes en un seul. Eh bien, moi, j'ai fait le bilan et j'ai dit cette méthode est mauvaise. Par conséquent, Cahuzac, qui commence par voter non, il vote ensuite oui, exactement la même chose à quoi il avait voté non avant. Donc, on va mettre ça de côté, si vous voulez, parce que ma cohérence politique est totale dans cette affaire et que j'ai au moins l'honnêteté de vous dire la chose suivante. Tel qu'est le texte européen, je ne l'accepte pas. Et si un jour j'ai des responsabilités importantes dans ce pays, on reviendra sur ces traités. Parce que la France n'est pas la 5e roue du carrosse. C'est la 2e puissance du continent. Nous sommes la 2e économie. Nous serons bientôt la 1re population. Alors le banquier central, il ne parle pas trop fort à la France. Il est obligé de tenir compte de la France parce qu'on ne fait pas l'Europe sans la France. Et on ne fait pas une banque centrale sans la France. Maintenant, quand vous parlez... Ça règle le problème des 1800 milliards, parce que c'est ça ce que vous avez dit fort, ce sur quoi vous interpelle. La Banque centrale, elle est faite. Mais la non, Banque mais centrale. Attendez. Pardon? Elle est faite, la Banque centrale. Oui, oui. D'accord, elle est faite et on se résigne et on ne dit plus rien. On prend C'est pas son qu'on verre se à la résigne, main c'est et on fait que- du Cahuzac, on serre Mais les non, trucs mais- de tous les côtés et on asphyxie le peuple. Vous savez ce qui va vous arriver, Non, on Jérôme refait pas Cahuzac? l'histoire. La même chose qu'à Jean-Luc Papa Mélenchon, on refait Andréou. pas l'histoire. Un plan d'austérité, les recettes de l'État diminuent, le déficit se creuse. Si vous n'avez pas 0,8 de croissance, vous essayerez quand même d'atteindre les 3%. Donc vous ferez un deuxième plan d'austérité. Avec celui que vous venez de faire le double de Fillon. Parce que Fillon, il a fait 17 milliards, vous en avez fait 37 plus 30. Voilà où vous en êtes, Jérôme Cahuzac. vos chiffres sont Et pas vous bons. serez Cahuzac-Andréou, avec Hollande-Réou, d'un plan à l'autre, austérité et austérité Arrêtez et de encore faire- austérité. Mais arrêtez de faire bah le oui. clown, vous méritez mieux que ça. arrêtez. Ne me traitez pas, s'il vous Bah, plaît, écoutez, de clown, monsieur j'arrête de vous traiter Cahuzac. de clown quand vous cesserez de le faire. Oui, et ben Voilà. c'est pas à vous d'être l'arbitre des grâces sur ce plateau. Chacun aura noté quel sens vous avez du respect de l'autre. Moi, je ne vous traite pas de clown, Mais ni je de corrompu, n'écorche- ni de je rien. n'écorche d'accord pas votre nom, Oui. moi. Alors, Moi, je essayez, n'écorche s'il vous pas plaît. votre nom. Essayez, et il manquerait plus que ça. Bah, écoutez, vous vous êtes permis de le faire pour moi, je me suis donc permis de vous traiter de clown. Si vous voulez qu'on arrête, on Je arrête. vous sais pas propose de quoi qu'on passe il à autre parle. chose. Non, simplement sur la Mais question vous des êtes 1800 incroyablement milliards. arrogant, vous supportez avez- oui, pas pareil. qu'on Il paraît, vous il paraît, supportez mais pas c'est- qu'on vous c'est réponde. une accusation Donc ridicule. maintenant, je vais parler des 1800 milliards. Vous Voilà, avez réuni Jérôme 4 Cahuzac. il Vous avez répond à la réuni question. 4 millions de suffrages sur votre nom, ça vous autorise pas à faire le clown en direct à la télé. Jérôme Cahuzac. Je vous le dis les yeux dans les yeux. Voilà. Oui, Vous oui, mais méritez je mieux. vois bien. Oui, oui, mais écoutez, ce que je mérite, ce sont mes électeurs qui me le donnent et pas vous. Vous voulez qu'on D'accord. parle de nos électeurs, monsieur Mélenchon? Oui, oui, quand Vous vous n'avez voulez. jamais rien gagné sur la droite dans votre vie politique, jamais. D'accord. Jamais. Merci, Jamais. monsieur Cahuzac. Nous allons voir dans un instant à qui j'ai bien pu prendre le siège de conseiller général que j'ai gagné en Après l'avoir 1998. perdu. Sinon, Après l'avoir non, perdu. mais ça arrive à tout le monde. Oui, vous n'avez oui. jamais perdu votre Non, circonscription Jérôme Cahuzac. vous Si, je l'ai regagné. J'ai Mais tout gagné sur regardez la ce droite. type, cette J'ai arrogance tout qu'il gagné a. sur la droite, moi. J'ai pris, J'ai écoutez-moi, tout gagné sur la droite. D'ailleurs, je le paye aujourd'hui. j'ai pris mon canton. Écoutez, ça devient Alors, grotesque vos comme émission. cantons, excusez-moi, Bah, je ne c'est- peux pas vous dire on s'en fout, parce que ce serait d'un Ben, irrespect merci, absolu. mais, c'est quand même, Je me dois juste de vous dire Ce que vous alliez partir. monsieur Cahuzac Non, qui fait ne vous fâchez l'arbitre pas. des beautés. Jean-Luc bah, Mélenchon. Mais je ne suis pas l'arbitre des beautés, simplement Oui, j'estime oui. que j'ai Alors, pas on de va leçon à parler, recevoir oui, oui. entre Allez, c'est vous en bon, la c'est- matière. taisez-vous Voilà. 5 minutes, non, quand même. Les Bon. 1800 Oui, ça milliards, veut dire- vous y Voilà, arriviez. Alors, Merci, Jérôme oui. Cahuzac. Pardon. Voilà, on En a tout cas, compris. décrochez plus On a- mon nom. non, mais c'est bon, Non, c'est non, bon. Jérôme Voilà. Cahuzac, vous vous êtes C'est montré bien. comme vous êtes. Tout le C'est monde a gentil. compris ce que vous êtes maintenant. Voilà. Écoutez, Donc, je les nous, 1800 moi, milliards- je suis content. Je n'ose vous répondre la même chose. Oui, oui, eh ben oui, vous avez mis un nom dessus, tandis que moi, je n'ai pas mis de nom, les gens en mettront tout seuls. Donc venons sur les 1800 milliards. Voilà. Regardons bien la situation.
Lorsque un pays, est-ce que, oui ou non, cette crise est une crise terrible? Est-ce que 5 millions de chômeurs, ce n'est pas... Et là, je parle que de ce qui est enregistré comme tel à Pôle emploi, parce que je pourrais rajouter le temps contraint, partiel, etc. C'est pas nécessaire parce que c'est notre prochain thème, donc je vous laisse oui, terminer les mais 800 c'est millions. très important. Voilà. Là, et c'est un très bon thème. Bien. Lorsqu'on est dans cette situation, lorsque maintenant tous les experts annoncent que grâce à la merveilleuse politique du super intelligent Jérôme Cahuzac, nous aurons l'année prochaine au moins 300 000 chômeurs, 500 000 disent beaucoup, d'autres disent plus, j'en reste à au moins 400 000 chômeurs. Et qu'il y a à peine quelques mois, ces gens disaient « nous allons inverser la courbe du chômage à 0,8 ». Ils n'inverseront rien du tout, parce qu'ils n'auront pas 0,8, et que pour qu'on inverse vraiment, il faudrait faire au moins 1, 2, et c'est à 2 qu'on commence à créer réellement, à revenir vers le plein emploi. Donc rien de tout ça ne sera atteint. Et les Français doivent comprendre que c'est ça qui leur pend au nez. Alors c'est le moment où arrive Jérôme Cahuzac et qui dit « Monsieur Mélenchon est irresponsable, il fait le clown, parce qu'il ose dire que nous n'avons pas à solder en 1 an et demi, la dette qui a été accumulée. Pour quelle raison a-t-elle été accumulée? Vous l'avez vous-même expliqué. Parce que la droite, pendant des années, a tenu le même raisonnement que vous, en disant on va diminuer les recettes et l'argent qu'on prendra en moins au grand capital et aux revenus des dividendes, les gens vont le replacer dans l'économie réelle. Ils ne l'ont jamais replacé dans l'économie réelle. Si bien que les dépenses de l'État ont continué à croître, les recettes ont baissé et l'État est ruiné. 900 milliards nous ont coûté M. Chirac et M. Sarkozy. C'est eux qui ont doublé la dette de ce pays. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un audit de la dette? Pourquoi vous ne recevez pas le collectif pour l'audit public, citoyen de la dette? Il faut entendre ce qu'ont à dire ces gens-là. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Entre la vie et la mort, je choisis la vie. Voilà. Je ne veux pas payer les 1800 milliards. C'est clair? Je les paierai quand je pourrai. Voilà ce que dira mon gouvernement. On paiera quand on pourra. Et d'ici là, c'est la Banque centrale qui va financer si jamais les taux d'intérêt explosent. Parce que si la Banque centrale l'avait fait, eh bien la Grèce ne serait pas en train de souffrir le martyre comme elle est en train de le souffrir. Ni l'Espagne n'aurait pas 25% de chômeurs. Monsieur Cahuzac, il faut sortir de temps à autre de vos chiffres pour venir dans la vie concrète des gens. L'argent, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est la vie. Et la vie, pour ça, ça passe avant la dette. La dette, on la paiera à mesure qu'on pourra. Et d'ici là, ceux à qui on le doit attendront. Quant à dire les marchés financiers, nous sommes obligés d'aller les chercher, l'argent sur les marchés financiers, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous pouvons le prendre à la BCE. Pendant des années, nous avons emprunté à la Banque de France. D'accord? On l'a toujours fait comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'obliger ceux qui possèdent des capitaux en France à placer en France? Pourquoi 70% de la dette française est-elle collectée à l'échelle internationale? Pourquoi 1 euro sur 2 des compagnies d'assurance sont placés à l'étranger, en dehors de France? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici? Et vous, tout ce que vous avez à répondre, c'est « Monsieur Mélenchon, vous faites le clown. Moi, je m'occupe de la vie des gens. Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'eau qu'il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi, je pense. Alors écoutez-moi et suivez-moi. » Je ne vous suivrai pas parce que, non pas que je méconnaisse la sincérité de votre indignation, j'ai la même si elle n'a pas les mêmes accents. Je ne vous suivrai pas, non pas parce que le constat que vous faites n'a pas cet aspect terrible et malheureusement véridique. Vous croyez que la souffrance des uns et des autres en France, en Grèce, en Espagne, en Irlande, vous croyez que ça échappe à ceux qui ne pensent pas comme vous? Au seul motif qu'ils ne pensent pas comme vous vous trompez? Mais j'ai pas dit ça. Ça tombe bien parce si que vous la voyez, donc ça tombe bien car ça aurait été blessant. Ça tombe bien car ça aurait été blessant. Mais je ne vous suis pas pour une raison très simple. C'est que ce que vous proposez ne réglera pas le sort de ces millions de malheureux dont vous semblez pourtant épouser la cause avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'enthousiasme. Si je ne vous suis pas, c'est parce que je ne crois pas que ce que vous proposez, cela fonctionnerait et cela permettrait d'améliorer leur sort. Vous haussez les sourcils. Peut-être êtes-vous intrigué par ce que je vous dis, mais comment pouvez-vous en fait en être surpris? Non, ça ne marchera pas ce que vous dites, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les accents de sincérité que vous venez d'avoir, quelle que soit leur force, et je reconnais bien volontiers la force de vos propos, mais ça ne suffira pas, Jean-Luc Mélenchon, à convaincre la Banque centrale européenne d'imprimer des euros comme la Réserve fédérale imprime des dollars, comme la Banque d'Angleterre imprime du sterling, comme la Banque du Japon imprime sa monnaie nationale. Ça ne suffira pas parce que nous avons en Europe un système institutionnel tel que, en dépit de vos objurgations, et quelle que soit la sincérité et la force de vos propos, eh bien nous n'obtiendrons pas cela de la Banque centrale européenne car elle est indépendante et pour qu'elle cesse de l'être, il faudrait que tous les pays qui l'ont décidé, dont la France, grâce à l'action de quelques-uns, il faudrait que tous ces pays s'accordent pour cela. Vous soupirez. Il ne faut pas écarter d'un revers de main les objections que l'on peut faire. Il ne faut pas faire comme ça, parce que ça ne suffit pas. Ça suffit pas.
Et donc je ne vous suis pas, parce que ce que vous proposez, ça ne marchera pas. Je vais plus loin, ça sera pire. Cette année, la France doit lever 170 milliards d'euros, rien que pour l'État, probablement 15 à 20, rien que pour la sécurité sociale. Et vous dites, on va lever ça, mais on ne remboursera pas ce qu'on a déjà levé. C'est très simple, Jean-Luc Mélenchon. Si jamais un jour vous êtes Premier ministre, j'ai cru comprendre que vous en aviez un jour formulé l'intention. Oui. Si un jour vous êtes Premier ministre et que vous dites, moi Premier ministre, je dis, la France elle remboursera plus sa dette. Mais il se trouve que cette année, j'ai besoin de 170 milliards, et je les obligerai à me les prêter. Ceux qui ne veulent pas, je les obligerai à me donner. Mais vous n'obligerez rien ni personne. Personne ne vous les donnera. Personne ne vous les prêtera. Parce qu'ils auront bien vu que vous ne les remboursez pas. Quand vous avez votre voisin qui vient vous demander un jour 10 francs, vous lui donnez. Un jour 20 francs, vous lui donnez. Un jour 50, 100, 200, 1000, vous lui donnez. Francs, pardon, euros, vous lui donnez. Et puis si un jour il vous dit, tout ce que tu m'as prêté, je te le rembourserai jamais, mais aujourd'hui j'ai besoin de 5 000 euros. Vous lui donnez 5 000 euros? Vous ne lui donnerez pas. Vous ne lui donnerez pas. D'ailleurs, vous aurez raison. Pourquoi vous donnez quelque chose à quelqu'un qui vous les rendra jamais? Il y a un moment, il faut quand même faire preuve d'un minimum de bon sens et savoir dans quel monde on est. Cet échange a été intéressant. J'ajoute mais je peux pas un point d'accord. Attendez. Un point d'accord malgré tout avec lui. Il est vrai que la dette s'est constituée ces 10 dernières années d'un effet de ciseau qu'il a parfaitement décrit et qui a consisté, pour le pouvoir auquel nous avons succédé, à continuer à dépenser autant tout en ayant moins de recettes parce qu'il baissait les impôts. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, on commence à corriger ça. Vous avez l'air de trouver cela dérisoire ou insuffisant, mais il se trouve que pour 2013, on fait un effort de 20 milliards d'euros. Excusez-moi, mais ce que vous avez dit tout à l'heure sur Fillon et sur Hérault, ce que les uns et les autres levaient comme impôt était inexact en fait. Fillon a levé 30 milliards d'euros et nous on fait à peu près la même chose. Donc c'est à peu près pareil en termes de recettes fiscales. Si ceux à qui nous le demandons ne sont évidemment pas les mêmes, parce que Fillon demandait ça à tout le monde, tandis que nous on a essayé de cibler ça à ceux qui le pouvaient. 70% pour 20% à peu près des contribuables. C'est quand même relativement bien ciblé. Et donc, ces 170 milliards, si vous déclarez... Vous n'avez pas mis le plan compétitivité là-dedans? Pardon? Vous n'avez pas mis la deuxième partie, là, que vous avez fait voter. On en parlera tout à l'heure, mais j'ai compris que c'était dans la troisième partie. S'il vous plaît. On terminera là-dessus. On terminera là-dessus. Jérôme Cahuzac, ça fait bien 60, 30 Non, parce que dans la compétitivité, ce sont des économies qui doivent être faites. Ah oui. Passons au chômage. Merci. On laisse Jérôme Cahuzac terminer sa phrase. Donc non, quand on abordera le plan compétitivité, pardonnez-moi, mais je contesterai à nouveau les chiffres que vous avez donnés, j'espère vous convaincre. Et donc ces 170 milliards que l'État a besoin de lever pour fonctionner, parce qu'il y a un moment dans l'année, il faut emprunter pour payer les fonctionnaires. Vous voulez engager, je crois, 30 000 fonctionnaires de plus chaque année. Il faudra bien les payer. Et vous les payez avec quoi? Il faudra emprunter. Et si plus personne ne peut vous prêter, vous ne les paierez pas. Vous allez en faire des heureux, vous, si vous arrivez au pouvoir. Des fonctionnaires pas payés. J'attends de voir ça. Vous êtes à peu près au même temps de prise de parole. Vous croyez réellement que c'est ce que je propose? Sincèrement, ce n'est pas ce que vous proposez, mais c'est ce à quoi ça aboutira. Alors laissez tomber. Chômage. C'est ce à quoi ça aboutira. Chômage. Jérôme Cahuzac, excusez-moi, je repars avec vous. Nous ne devons jamais promettre au-delà de ce que nous sommes absolument sûrs de pouvoir tenir. Je cite Pierre Mendès France et François Hollande, hier en visite à Louviers, s'est arrêté devant cette phrase de notre ancien président du Conseil, avec l'air de méditer en passant devant. Il a pourtant promis d'inverser cette année la courbe du chômage. J'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment du Mendès, ça. Attendez de savoir s'il y arrive ou pas. Bon, vous avez le droit. Non, mais attendez. Non, mais vous avez le droit de douter. Le ministre du Budget nous dit. Oui, j'ai le droit de douter. D'ailleurs, je le méfie beaucoup de ceux qui doutent jamais. Donc il vaut mieux douter dans la vie. Le ministre du Budget ne doute pas des efforts. Le ministre du Budget ne doute pas des efforts qu'on va consacrer à ça. Ça, il n'y a aucun doute. Oui. Aucun doute. Ça, pour mettre des efforts, pour faire des efforts là-dessus, ça, on va en faire. Oui, je peux vous le dire. Jérôme Cahuzac, la dernière fois, vous aviez fait une projection, vous avez décidé de tenir 3% de déficit absolument. On n'a pas décidé. La France a décidé. C'est pas on, c'est la France. La France a donné sa parole. Vous avez, je crois, la grandeur du pays dans vos veines. Vous êtes d'accord? Quand un grand pays donne sa parole, il respecte sa parole. Bon. Mais non, mais c'est bien qu'on en arrive là. Parce que la France a donné sa parole. J'en suis d'accord avec vous. Nous avons signé le traité. C'est un mauvais traité, il faut revenir dessus. Ouais. Pour cela, il y a un mandat populaire. La parole qui compte plus que toutes les paroles, c'est la parole du peuple. Donc il faut lui demander s'il est d'accord pour continuer cette politique. Voilà ce que je croyais qu'était l'élection présidentielle. Parce que dans l'élection présidentielle, vous avez dit que vous alliez renégocier le traité. Vous venez de dire à l'instant que c'est à cause du traité qu'on est à 3%. Vous n'avez rien renégocié du tout. Non. C'est le président François Hollande. Là, vous vous emportez. Vous venez de nous dire que vous n'avez jamais dit ça. Arrêtez avec ce genre de numéro. Vous ne pouvez pas me dire, voilà, 3 fois de suite, parlons du chômage, et au moment où je vous interroge là-dessus. Vous avez le droit de le penser. Non, j'ai pas dit ça. Cher monsieur importantissime Cahuzac, François Hollande. Arrêtez les choses, c'était calmé. François Hollande on aimerait bien parler du chômage. campagne qui
renégocierait le traité. Il ne l'a pas renégocié, n'a pas changé une virgule. Il a proposé un pacte de croissance, paraît-il, dont la moitié de la somme était déjà dans le budget européen et le reste n'existe pas. Oui, monsieur. Jean-Luc Mélenchon. Et là, il est en train de proposer 75 milliards d'euros de réduction au budget européen. Eh bien, 60 milliards rajoutés, moins 75, ça fait moins 15. Voilà votre histoire. Voilà votre plan de croissance que On peut c'est. parler chômage? Je peux Merci, quand même non, répondre je suis désolé. Non, Non, parce que- non. Non, mais Non, vous n'êtes Yves pas Calvi. d'accord avec lui, on l'a Yves fait. Calvi. Non, je suis La désolé. Banque européenne On ne peut pas d'investissement, c'est consacrer 120 milliards. 1h15 d'émission. Doublé, 240 milliards. 110 Les fonds minutes au structurels chômage. européens non mobilisés, c'est 55 milliards. Je ne sais pas. Non, mais faites pas ça de la main, je vous en mais prie. non, Voilà. c'est pas, Vous êtes- 240 Vous êtes milliards, député on est sur européen, 120 vous milliards. êtes député européen, c'est facile Oui, à oui, vérifier. vous n'allez pas me faire la C'est leçon facile à si c'est vérifier. sujet. Attendez, je vais Eh essayer bien, c'est d'avoir... très facile à facile à vérifier. vérifier que le plan de croissance dont vous parlez n'existe pas. La fraction de la somme qui est réellement mise dans la croissance est insignifiante. Et ça a à voir avec le chômage, figurez-vous, Yves Calvi. Mais c'est moi Parce qu'il s'agit de savoir si l'Europe va respirer ou mourir asphyxiée. Je vous remercie Dans de poser les l'économie. questions et surtout d'essayer de répondre à celles que je vais vous poser. Il vient de vous dire, nous ferons tout pour essayer d'inverser la courbe du chômage, mais lui-même, notre ministre du Budget, a visiblement des doutes. Alors, vous avez des noms. ça. Vous êtes gentil, Yves Bah, Calvi, bien mais il me semble m'exprimer suffisamment clairement, j'ai pas besoin d'exégète. Très bien. Voilà. Alors, Soyez je gentil. ne ferai non pas plus. l'exégète du ministre Voilà. du Budget. Voilà. J'ai cru comprendre que vous-même sembliez avoir des doutes, puisque je n'arrive pas à vous faire dire que vous pensez y arriver, ce qui est quand même... J'y pense autant que le président de la République, pas plus et pas moins. c'est de la pensée. Vous avez Bah, dénoncé... à ce stade, oui, excusez-moi, oui. Du verre. Très bien. Donc c'est bien de le dire. Jean-Luc Mélenchon, vous avez dénoncé les cadeaux faits aux patrons dans le cadre du crédit impôt compétitivité. Vous l'avez cité il y a quelques instants. Est-ce qu'aider les entreprises, ça ne favorise pas l'emploi? Aider les entreprises. Monsieur Mélenchon ne veut pas aider les entreprises. Aider les entreprises de cette manière est grotesque. Voilà. Déclarer qu'on fait un crédit d'impôt, qu'on donne comme ça, sans aucune espèce de contrepartie ou de garantie, que ce soit social, que ce soit écologique, est absurde. Et vous verrez que ces 20 milliards vont disparaître dans le sable. Exactement comme tout ce qui a déjà été donné de cette manière-là. Ce n'est pas comme ça que se pose la question aujourd'hui. Pas du tout. La première question que vous avez, c'est à faire la parade contre la destruction du tissu industriel du pays. Vous allez voir des choses très concrètes. Comment? Je n'accepte pas que EADS, qui est le fleuron de l'industrie française dans l'aéronautique, 70% de son capital soit dorénavant flottant, c'est-à-dire que plus personne ne contrôlera rien. Et ce fleuron sera débité en morceaux. Je n'accepte pas qu'Alcatel, pour emprunter de l'argent, ait dû déposer plusieurs dizaines de milliers de brevets de ce qu'il y a de plus performant dans la téléphonie française. En quoi ça règle le problème du chômage? Qu'a fait l'État à EDS? En quoi ça règle le problème du chômage? Ah mais ça le règle d'une manière considérable. C'est que tout ça, c'est le savoir de l'avenir, c'est ce qu'on a de meilleur, c'est ce qu'on peut mettre en avant, parce que ces boîtes licencient pendant qu'elles font tout ça. Et M. Cahuzac leur donne de l'argent, que ce soit le crédit impôt recherche ou que ce soit le crédit sur la compétitivité. Il leur donne de l'argent. Ils foutent les gens dehors, mais ils ont quand même de l'argent. Tandis qu'avec moi, ceux qui mettent des gens dehors, ceux qui font des licenciements boursiers, eh bien, premièrement, ils devront rendre les aides publiques qu'ils ont données. Et deuxièmement, la question de la propriété du capital, la manière dont s'exerce la propriété du capital sera remise en cause. Je vous donne une idée, Jérôme Cahuzac, vous allez voir, ce n'est pas la révolution socialiste. Changer à l'intérieur des conseils d'administration les pouvoirs de vote des actionnaires suivant la durée de leur placement. Et comme ça, vous n'aurez pas l'affaire Virgin. Parce que l'affaire Virgin, c'est un fonds de placement qui, pendant des années, n'avait rien à fiche de ce qui se passait dans cette boîte et qui dit tous les 5 ans, je m'en vais avoir pris le meilleur. C'est écrit en toutes lettres et en français sur leur site. Voilà comment, en jugulant la finance, vous arriverez à protéger l'emploi et l'emploi d'avenir. Le chômage, la lutte contre le chômage, c'est d'abord protéger. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, mettre de l'énergie, de l'argent pour qu'on ait des espaces d'expansion économique. Sinon, leur méthode à eux, c'est la politique de l'offre. Tenez, voilà 20 milliards. Et faites ce que vous voulez avec, parce que de toute façon, nous, on n'a aucune espèce d'idée sur ce qu'il y a lieu de faire. Eh bien ça, c'est de la politique. C'est pour ça que je vous qualifie de social-libéral. C'est pas pour commencer un procès avec vous, c'est que vous êtes un libéral. Vous croyez que le capital, vous l'avez encore dit hier. Vous avez dit, vous comprenez, quand l'État en prend trop, ça fait un effet d'éviction et le capital ne peut plus s'investir dans l'économie réelle. Mais ça, c'est le capitalisme des années 70. Parce que des liquidités, il y en a en excédent, figurez-vous. Pourquoi elles ne vont pas dans l'économie réelle? Où sont passés les 1000 milliards que la Banque Centrale Européenne, qui est si dure avec les États, était si généreusement donnée contre rien aux banques? 1000 milliards, où ils sont passés? Où ils sont dans l'économie réelle? Nulle part, Jérôme Cahuzac. Nulle part. Tout ça est parti dans la bulle.
Et si vous voulez savoir où c'est parti dans des pays dits émergents, où vous savez ce qui se passe là-bas, ils mettent des taxes à l'entrée du capital. Les Brésiliens que vous venez de recevoir, ils mettent des taxes sur l'entrée du capital. Ils donnent des visas d'entrée au capital, parce qu'il y en a trop et que ça fait bondir la valeur de leur monnaie et qu'ils ne veulent pas que leur situation Sur se l'aide aux dégrade. entreprises, et après ce que vient de vous dire Jean-Luc Mélenchon, qu'avez-vous envie de répondre, Jérôme Cahuzac? On ne fait pas de cadeaux à quiconque. Les 20 milliards en question, ce n'est pas de l'argent qui nous appartient. Ça n'appartient pas plus à Jean-Luc Mélenchon que ça ne m'appartient. C'est l'argent des Français. Et donc prétendre que c'est... Pardon ? Vous demandez 20 milliards aux gens pour aller donner ça aux entreprises sans aucune contrepartie. Voilà. Et donc cet argent, il n'appartient pas aux uns et aux autres, il appartient à tout le monde, si j'ose dire. Et donc il ne s'agit pas de faire un cadeau aux uns et aux autres. Il s'agit d'utiliser le mieux possible l'argent public pour faire quoi ? Pour que des entreprises qui aujourd'hui vont très mal aillent quand même un peu mieux. Alors, je ne sais pas si la santé des entreprises est une de vos préoccupations. Je pense que oui. Je pense que oui. Et je le dis très sincèrement. Et je ne les mets pas toutes dans le même sac. Vous savez, Jérôme Cahuzac, il y a quelque chose qui ne va pas. La petite entreprise et la grande, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, oui. Ah ben non, oui, c'est quelque chose de très important. Oui, notamment pour l'accès au crédit. On a compris, mais pour l'instant, Jérôme Cahuzac vous répond. Grand, petit, ce n'est pas un critère moral ou d'efficacité. Il y a des grandes qui sont bien ou mal gérées, des petites qui sont bien et mal gérées. Ce n'est pas une question de taille. La bonne gestion, c'est une question les contraintes, c'est une question de taille, là, Jérôme Cahuzac. Là, les contraintes qui pèsent sur l'un ou sur l'autre ne sont pas les mêmes. Si vous êtes dans une petite entreprise, vous savez bien à quel taux moyen vous empruntez. Ce n'est pas la même chose que dans une entreprise vous avez du CAC beaucoup 40. de temps d'avance. Oui, alors allez-y. Merci. Et donc, ce crédit impôt compétitivité emploi, ça repose, son fondement repose sur un certain nombre de diagnostics qui, je crois, sont difficilement contestables. Petit 1, la compétitivité du pays s'est effondrée ces 10 dernières années. Effondrée. On a quand même 70 milliards de déficit de commerce extérieur. On était excédentaire il y a 10 ans. Parce que la valeur de la monnaie est surévaluée de 30%. Chaque fois qu'un ouvrier fait un effort de 2% de productivité, tout est rebouffé par l'excessive valeur de l'euro. Voilà pourquoi nous perdons des parts de marché. Deuxièmement, les marges des entreprises sont réduites. Je parle des grandes entreprises, mais Jérôme Cahuzac, les grandes entreprises ont pleuré que leurs marges étaient réduites. Une fois les dividendes payés, ce n'est pas acceptable. C'est encore la faute de la BCE, nous dites-vous. Mais c'est Jérôme Cahuzac qui a la parole. On va essayer de répondre également à cette objection. Les aides aux entreprises pour commencer. Car la valeur de la monnaie en France, c'est la même valeur en Allemagne, Jean-Luc Mélenchon. En France, nous avons un déficit du commerce extérieur de 70 milliards. Et en Allemagne, comme vous le savez, ils ont un excédent commercial de 160 milliards. Si on avait le temps, je vous expliquerai pourquoi ça ne durera pas et pourquoi c'est comme ça. C'est la même monnaie. Et donc, exciper de l'euro trop fort pour expliquer pourquoi en France on est déficitaire et en Allemagne on est excédentaire, pardonnez-moi, mais je crains que ce soit un peu court. Et donc je ne juge pas que votre explication soit convaincante. On a un problème de compétitivité en France, qui n'est d'ailleurs pas uniquement un problème de compétitivité coût du travail. Il y a aussi un problème de gamme, de qualité, de fiabilité, de réseau export, toutes choses auxquelles d'ailleurs nous tentons de répondre, mais vous n'en avez pas parlé parce que peut-être ne l'avez-vous pas vu, ou dès lors que ça vous satisfait, avez-vous jugé inutile d'en parler. Mais il y a aussi un problème de compétitivité coût. Alors vous avez raison, je crois que c'est dans votre blog que vous avez écrit, enfin il m'a semblé lire ça dans les documents qu'on m'a donnés, que le coût de l'heure de travail dans l'industrie en France et en Allemagne était comparable. C'est assez vrai. On est même meilleur. On est même meilleur dans l'automobile, vous avez raison. À ceci près que ce coût ne tient pas compte de tous les services qui ont été externalisés de ces entreprises-là. Allemandes, hein ? Pardon ? Les entreprises allemandes, comment elles externalisent les productions sur les pays de l'ancienne zone marque ? Je ne parle pas des productions, je parle des services. Les services. Les services. Et donc, oui, une industrie a besoin de services pour fonctionner. Oui, mais il y a d'abord besoin d'industrie. Etc. Tous ces services-là ont été externalisés et ce coût-là du service en France, il est beaucoup plus élevé qu'en Allemagne. Beaucoup plus. Et donc, au total, en France, si l'on fait masse de l'ensemble des coûts, on a un problème de compétitivité coût aussi. Pas uniquement, mais aussi. On est d'accord ou pas d'accord avec ces diagnostics, mais selon qu'on est d'accord ou pas d'accord, vous êtes évidemment d'accord ou pas d'accord avec le crédit impôt compétitivité emploi. Dès lors que, et franchement je vous engage à regarder ça de très près, on a ce problème de compétitivité coût à cause des services qui ont été externalisés, mais que malgré tout, les entreprises utilisent et donc payent à cause de cela, on a un problème de cette nature auquel il faut répondre, sauf à accepter un commerce extérieur qui ne cesse de se creuser année après année, ce à quoi d'ailleurs on assiste depuis maintenant trop longtemps. Donc il fallait tenter d'y répondre. Et puis on a aussi un problème d'emploi, mais là encore on a une divergence d'appréciation. J'ai vu dans votre programme
que vous proposiez de supprimer la totalité des allègements de charges qu'on appelle les allègements Fillon, qui en fait sont des allègements de charges qui ont été mis en place quand les 35 heures ont été votées et compensées par un gouvernement auquel d'ailleurs, je crois, vous apparteniez. Ça, il y en a pour 22 milliards d'euros. Enfin, je ne sais pas si c'était avant ou après, mais il m'a semblé que vous y étiez à ce moment-là. Pardonnez-moi si ce n'est pas le cas. Je suis solidaire par la Bon, forme okay. des choses. C'est gentil d'être solidaire, au moins avec cette période-là. Et donc, ce Pas problème-là, mal, vous savez, ce eux, ils faisaient les problème-là du coût du 35 heures, travail, vous n'avez rien fait. bah, je les ai votés, pardonnez-moi. Oui, mais je ne parle pas de vous, Jérôme Cahuzac, arrêtez de tout prendre pour vous. Mais vous me dites, vous J'aimerais n'avez que rien vous, fait. le gouvernement C'est actuel. difficile. enfin, Vous me dites, vous n'avez rien fait, représentez c'est le difficile de gouvernement. ne pas le prendre pour Bah, moi, excusez-moi. écoutez, vous représentez le gouvernement, Jean-Luc le Mélenchon, Parti Socialiste, c'est pas vous tout le temps. On est en train de Bah, conclure. Bon, alors dites le gouvernement, comme ça je ne me tromperai pas. Voilà, soyez gentil. Ok. Soyez gentil. Après, vous me le reprochez quand je s'il suis vous gentil plaît, avec vous. Mais Vous non, croyez mais que non, je me j'adore. moque de vous. Mais j'adore quand vous êtes gentil, surtout quand vous êtes sincère. Bon, et donc, dès lors qu'on n'a pas le même diagnostic, c'est-à-dire que vous estimez, vous, que le coût du travail n'en est pas un, et que si on supprime les allègements de charges qui ont été mis en œuvre à l'occasion de 35 heures, il n'y aura pas de chômage en plus. Ben, on ne peut pas être d'accord. Vous vous proposez de supprimer ces 22 milliards d'euros, naturellement, moi je ne le propose pas. Dès lors que vous estimez qu'il n'y a pas de problème de compétitivité dans nos entreprises, ben bien sûr, vous êtes contre le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est normal. Il se trouve que moi je pense qu'il y a un problème et qu'il fallait y répondre. Et qu'on y répond, je crois, d'une manière qui, budgétairement et financièrement, n'est pas sotte. Je me permets de le dire, puisque je crains que vous ne me fassiez pas ce compliment si je ne vous le livre pas. Elle n'est pas sotte, pourquoi? Parce que ça va rentrer en fonction dès 2013, mais ça ne coûtera qu'en 2014, parce que 2013 c'est dur. Vous savez, on lève déjà près de 20 milliards d'euros d'impôts en 2013, alors ça ne vous fait pas peur, parce que vous, dans votre projet de budget, vous proposez d'enlever 132 milliards d'euros. Bon, évidemment, si je vous dis qu'avec 20 on fait beaucoup, vous allez trouver que c'est un peu dérisoire. M. Mélenchon, il propose de lever 132 milliards d'euros d'impôts d'un coup d'un seul. C'est quand même beaucoup. Hein, mais enfin, Oui, allez sur le site du parti de gauche et vous pourrez sortir ce contre-budget et le regarder vous-même chacun. Oui, Pas que on d'ailleurs vous confirme. confirmez les 132 milliards. Oui, voilà. bien sûr. Bon. Je ne Moi conteste j'estime que pas ça du fait tout votre beaucoup, chiffre. qu'on ne peut pas faire davantage, parce qu'il faut savoir jusqu'où on peut demander quand même aux Français de contribuer. C'est difficile. Hein. C'est Charles Bettelham, j'ai déjà dit ça chez vos confrères d'Europe 1, pardonnez-moi, dimanche. C'est Charles Bettelham qui disait que l'impôt c'est la peine des gens. Il faut faire attention avec l'impôt. 132 c'est beaucoup quand même. Hein. Soyez pas Et trop bref. démago quand même. Hein. Pardon? Non, parce que l'impôt, c'est la peine des gens, je m'excuse, Ouais, mais, mais c'est quand pas de moi, on hein. est... Oui, mais d'accord, C'est pas de j'ai moi. bien compris. Mais de quand on est en train de parler de taxer les surprofits, la peine des gens, elle a déjà été consommée et elle a été accaparée par quelques-uns. Oui, mais les gens ils d'accord paient déjà Oui, beaucoup oui. d'impôts. La CSG, tout le monde la paye, Oui, la oui, CSG. d'accord. Tout le monde la paye, la D'accord. CSG. Hein. Mais faites pas Bon. trop non plus dans la démago, genre les impôts c'est toujours trop, les gens vont souffrir. Ah, je ouais. propose pas ça, moi. Moi je pense qu'il faut faire attention à ça. oui, Oui. mais je propose pas ça. Bon. Et Mais j'ai bien vu que vous faisiez pas attention, Ouais, ça, j'ai eh vu, ben, oui. Les milliards de cotisations sociales qui sont exonérées, dont vous parlez, c'est 20 sur 37. D'accord? C'est donc pas la totalité. Et ce qui est sûr, c'est Bon. que moi, je propose termine d'abord de sur le crédit retirer impôt les... compétitivité emploi, si Khalil me le permet, Et on peut-être termine. vous aussi. Donc sur ce crédit impôt compétitivité emploi, je crois que c'est une mesure très importante dont les entreprises ont besoin, notamment, ça va peut-être faire bondir Jean-Luc Mélenchon, notamment parce que le taux de marge des entreprises est historiquement bas. Non. Bon, je pense qu'il est historiquement bas, Jean-Luc Mélenchon ne semble pas d'accord. Oui, parce Il que est historiquement mais bas. les gens ne savent pas ce qu'est le taux de marge. C'est-à-dire, c'est ceux qui restent une fois que les dividendes ont été versés. Et moi, ce que Mélenchon. je vais vous dire, c'est que dans ce pays, le problème, c'est pas le coût du travail, c'est le coût du capital. Ils en prennent de plus en plus. La part qu'ils se prennent sur la valeur et la richesse produite est de plus en plus large. Monsieur, la part des l'ai dividendes longtemps- dans la je l'ai richesse longtemps de la pensé, je France. pense. Écoutez-moi, Jérôme Je suis pas Cahuzac, et certain vous que vous direz ayez si je raison. mens. Je suis pas certain La que vous ayez part, raison. Mélenchon, la en part 20 des secondes, l'émission dividendes est dans la terminée. richesse du produit est passée de la richesse du pays est passée de 3% à 9%. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'elle a triplé. Pourquoi Parce que ces gens en ont pris tant Non, qu'ils pouvaient, non. parce qu'on leur a permis de prendre tout ce qu'ils pouvaient. Vous permettez? Et c'est Ah ce ben, sujet. si vous voulez défendre le Mais capital, non, je vous c'était en votre prie. pas de dernière défendre. intervention, je suis désolé. Je ne le défends pas davantage que vous ne l'accusez ou le D'accord. condamnez à Oui, mort. moi, je l'accuse. Bon, ben accusez-le si vous voulez, Oui, vous moi, aimez bien j'accuse ça. le capital. Bon, écoutez, C'est moi fait. j'accuse personne. Mais j'essaye de vous Ah dire ben, ça a pourquoi. remarqué. Bah, écoutez, laissez-moi jusqu'au bout de tenter Mais de ne pas êtes vous dans le accuser, monde vous. de bisounours. Vous pensez que tout ça est Jean-Luc une erreur Mélenchon. de gestion. Non, monsieur, ça s'appelle la lutte de classe. essayez- Vous m'autoriserez Les uns, à être c'est- respectueux et de mes c'est un camarades qui me milliardaire suivent à qui le l'antenne. disait. Jean-Luc Mélenchon, Bon. vous m'autoriserez à être respectueux de mes camarades qui nous Absolument. attendent. Et je laisse Jérôme Cahuzac terminer sur ce qu'il était en train de dire. C'est la dernière intervention de l'émission. Merci. Si le taux de marge est effectivement historiquement bas, et ce que vous indiquez sur les produits du dividende, sur les dividendes qui ont effectivement triplé dans la part, vous avez raison sur le constat. Mais pourquoi a-t-elle triplé cette part? Parce que les références que vous avez sont des références à des entreprises qui se finançaient auprès des banques, qui ne levaient pas de l'argent sur les marchés en échange d'actions. C'est parce que le mode de financement des entreprises a changé que les dividendes, eux, ont augmenté. Quant à la lutte des classes à laquelle vous venez de faire référence, Et c'est votre au dernière fond, intervention. au fond, Merci. je pense, Jean-Luc Mélenchon, que ça résume
ce qui est notre réelle divergence. Vous, vous y croyez toujours, moi, j'y ai jamais cru. Jamais. 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 En effet, vous avez raison. Jamais. J'ai jamais cru à la lutte des On classes. sait sur quoi on n'est pas d'accord. Parce que, et de ce point de vue, je pense être davantage en rupture avec C'est Sarkozy. Warren Buffett qui est un milliardaire qui a dit Monsieur la lutte de Mélenchon, classe, je ne sais vous pas si pouvez elle tenter existe, de mais je sais que c'est les miens m'interrompre qui l'ont aussi souvent gagné. C'est une vraie conclusion. Vous pouvez. Merci. Mais il se trouve, Jean-Luc Mélenchon, que je ne crois pas qu'on sortira la France de la situation dans laquelle elle est en opposant les uns et les autres. C'est d'ailleurs l'erreur qu'a faite Sarkozy. Il privilégiait les uns, vous privilégiez les autres. Vous, comme lui, au fond, vous pensez qu'on peut s'en sortir en opposant les uns aux autres. Sur ce sujet-là, vous croyez ce que vous êtes en train de dire? Sur ce sujet-là, je suis en total Ça n'a pas de désaccord sens, avec mon vous. Et puis il y a une pauvre. deuxième chose que je vais vous dire, parce que c'est vraiment le sentiment profond que j'ai après vous avoir écouté, non pas pendant 1h15 ou 1h20, car j'ai dû prendre ma part de parole, mais au moins Oui. pendant la moitié du temps, Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'au fond de vous-même, vous souhaitez l'échec de ce gouvernement de gauche. Et ça, je trouve ça très triste. Merci Ça, à c'est tous une pure les... accusation sans fondement. Mais la différence Non. qu'il y a, M. Cahuzac, c'est que maintenant, si vous échouez, et vous allez Ouais. échouer, et on ne Oui, vous reproche le pas souhaitez. l'incendie aux pompiers. Vous le souhaitez. 36 D'accord, on ne Mélenchon, reproche pas l'incendie aux échouerons. pompiers. 35 La Cahuzac. différence, c'est que nous C'est sommes temps là de pour parole. prendre la relève. Et on est prêt à le faire demain matin, s'il C'est le bien faut. ce que je dis. 37 maintenant. Vous souhaitez notre échec Mais jamais, en monsieur. espérant nous succéder. Merci. Et quand Non, on est de arrêtez, gauche, arrêtez, c'est quand bon. on est de gauche, souhaiter Oui, oui. l'échec Ne faites de pas gens la leçon de gauche, ce n'est pas quand bien. vous savez même pas qu'il y a des classes sociales qui se battent pour la richesse. On ne se prétend pas à faire des leçons sur la gauche, mon C'est ce pauvre que- ami. Merci tous les deux Oui, d'avoir j'ai pas les débattu. leçons. Pas sur votre Ne échec. donnez pas des leçons Vous de allez à vie. l'échec Gauche. parce que tout le monde le sait. Vous le savez vous aussi. Gauche Parce contre que Vous gauche. avez déjà échoué en Grèce, en Espagne, au Portugal et en Italie. Vous l'avez Et déjà dit deux échouez fois. Partout. Et vous Gauche ne réussirez contre pas gauche. Parce que vous ne gagnerez jamais le pouvoir parce que vous êtes un homme seul, monsieur En Grèce. Mélenchon. Non. Un Oh, dernier là, merci. ça va. Non. Seul avec 4 millions Merci d'autres. beaucoup, Merci, l'un et président. l'autre, d'avoir participé à cette émission. Gauche contre Même gauche. seul, hein. C'était ce soir le thème pour nos téléspectateurs à mots croisés. Avant de nous séparer, quand même, un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui a préparé cette émission, à Tristan Carnet qui vient de la réaliser avec toutes les équipes. Toutes mes excuses à nos camarades qui suivent et pour le journal et pour le point sur le Dakar. On se retrouve bien entendu lundi prochain. Bonne fin de soirée et merci de votre fidélité.